Alors bonjour à tous. Alors, non, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas à l'aise avec un micro, parce que quand je parle, j'ai besoin de mes deux mains. Donc, je suis embêté. Vous n'avez plus cru. Alors, cet après-midi, on va parler de restauration, bien entendu, mais on va en parler sous un angle très particulier, parce qu'on est devant un gros problème, qui est que la restauration est en train de muter, la restauration est en train de changer, la restauration est en train de réécrire son histoire, à tel point que demain, plus rien ne sera plus comme avant. Autrement dit, nous sommes en pleine mutation de ce marché. Et ce que je voudrais vous expliquer, c'est comment a-t-on fait pour en arriver là, et surtout, qu'est-ce qui va se passer demain. C'est bien beau de regarder derrière, mais à un moment, il faut regarder devant et qu'est-ce qui est en train de se passer. Et en fait, la restauration est un secteur très particulier. C'est l'un des rares du secteur économique en France où l'offre et la demande bougent au même moment. Je m'explique. On va commencer par la demande. La demande, c'est le consommateur. Le consommateur a radicalement changé son comportement alimentaire, mais je dis bien radicalement. Depuis combien de temps a-t-il changé son comportement alimentaire? Pas depuis la semaine dernière, pas depuis l'année dernière. Il a commencé à le changer dans une première phase qui a débuté en 1996. Vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé en 1996? Il s'est passé la première crise de la vache folle. Et la première crise de la vache folle, je vous signale que ce n'est pas un problème franco-français, c'est un problème planétaire où l'habitant de cette terre, le consommateur, a appris pour la première fois de son existence qu'un aliment ingéré pouvait entraîner de graves problèmes sur sa santé. Phase 1. À partir du moment où les consommateurs ont appris qu'un aliment ingéré pouvait entraîner de graves problèmes sur sa santé, il y a eu une conséquence immédiate, c'est que les restaurateurs ont été obligés de faire ce qu'on appelle de la traçabilité, autrement dit, dire ce que l'on met dans l'assiette du consommateur, dire d'où vient ce que l'on met dans l'assiette du consommateur. Alors quand je dis assiette, c'est dans le sandwich, dans la pizza, dans le burger et dans la salade, dans tout ce qu'on met en hors domicile chez le consommateur. Phase 1, traçabilité. Alors vous allez voir, il y a 3 phases. La phase 2, elle a eu lieu plus récemment. Elle a eu lieu en 2012-13. Si vous retournez sur Internet, en 2012-13, la restauration a eu une vague média inédite. On faisait de la télévision et de la radio et de la presse. Vous savez qu'en France, dès qu'on parle de bouffe, ça passionne les foules. Et là, pendant 2 ans, on n'a pas arrêté de parler d'alimentation et de restauration. Pourquoi ? Parce que les députés et les sénateurs de ce pays étaient en train de préparer la fameuse loi sur le fait maison, qui a été votée en 2014. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'en 2012 ou 13, je crois que c'est 2013 d'ailleurs, Envoyé spécial, France 2, fait un spécial fait maison. Généralement, Envoyé spécial fait 2-3 sujets dans sa soirée, là ils en font qu'un seul, pendant 2h30, fait maison. On a demandé à Envoyé spécial et à France 2, ils nous ont dit c'est le record historique de tous les temps d'audience pour un envoyé spécial. Donc imaginez des millions de personnes qui sont devant cette émission qui va leur expliquer ce quoi on est en train de parler, le fait maison. Et pendant cette émission, que vous pouvez revoir en replay, je vous conseille de la revoir, il y a un monsieur qui a demandé à être extrêmement flouté, nous qui connaissons beaucoup de gens, je ne sais pas qui est, je sais toujours pas qui est. Il y avait juste marqué en dessous de lui, directeur général d'une industrie agroalimentaire. Okay. Et ce monsieur dit, devant des millions de personnes, 80% des restaurateurs de ce pays ne fabriquent plus rien. Et là, vous avez des millions de personnes dans la canapé qui disent, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il y a 8 restaurants sur 10 qui me trompent, 8 restaurants sur 10 qui ne font pas le job. Et là, le consommateur passe en phase 2, qui est une phase de colère vis-à-vis des restaurateurs. Nous sommes en 2012-13. Cette phase de colère a eu comme conséquence, ce qu'on commence à voir de plus en plus dans la restauration, les murs de la cuisine sont tombés, et on parle de cuisine ouverte ou semi-ouverte, pour voir quoi? Qu'il y a des hommes et des femmes qui agitent leurs petites mains pour fabriquer quelque chose. Logique. Et ça rassure le consommateur qu'il y a des restaurateurs qui font vraiment quelque chose. Et puis, on est passé en phase 3 en 2017, et c'est là où les choses se compliquent, parce que les consommateurs ne sont pas sûrs, ne sont pas persuadés
qu'avec des hommes et des femmes qui s'agitent là, ça soit réellement du fait maison. Et là, il passe en phase 3, qui est que il souhaite du minute personnalisable. Et là, les choses se compliquent sérieusement parce que le minute personnalisable, c'est la preuve ultime que nous sommes en phase de réel fait maison, puisque je le veux que pour moi et on me le fait tout de suite maintenant. Alors je vais vous donner quelques exemples pour être sûr de ce que l'on parle. Dans le personnalisable, vous avez déjà été chez Starbucks. Quand Starbucks vous délivre une boisson chaude, vous avez une console à 1,50 m sur votre droite ou sur votre gauche où vous avez du sucre vanillé, de la cannelle, du chocolat, et vous pouvez finir votre boisson vous-même, selon votre goût, ou pas. Autrement dit, c'est ça qu'on appelle la personnalisation, c'est la finition, et non pas la recette. McDonald's ayant vu ça, il y a sur le territoire français 1500 McDonald's, il y en a 100 qui sont en prototype, je ne sais pas si vous en avez à Lyon, où sur la borne, il décompose le burger, je pense que vous en avez à Lyon, et vous dites double steak, je veux pas de fromage, ou alors double fromage et tu m'enlèves ceci, etc. Et là, McDo devient minute personnalisable, puisque c'est mon burger qu'on va faire rien que pour moi, et en plus il est totalement personnalisé à mon goût. Minute personnalisable. Vous connaissez très certainement un concept qui s'appelle Bagelstein. Bagelstein a été le premier, il y a plus de 10 ans, à vous vendre un bagel sous vos yeux, en progression sous vos yeux, puisqu'ils ont des bacs gastro, ils remplissent votre bagel selon ce que vous voulez, du saumon, du machin, du truc, et vous le voyez en progression sous vos yeux jusqu'à la caisse. C'est votre bagel. Alors que, dans les McDo qui ne sont pas nouvelle génération, quand vous commandez un Big Mac à 13h, ce n'est pas votre Big Mac. Heureusement. Puisque la norme, c'est qu'il arrive au bout de 45 secondes sur votre plateau ou votre sac. Il est impossible de faire un burger avec des frites en 45 secondes, vous le savez bien. En revanche, si vous voulez manger un super bon Big Mac, allez le manger à 16h30. Et là, vous allez l'entendre 7 à 8 minutes. Ce qui est normal. Mais on ne peut pas faire attendre un client 7 ou 8 minutes à 13h. Et ce qui est très intéressant, c'est que McDo nous dit, depuis qu'on a la décomposition sur ces bornes, les gens attendent 5 à 6 minutes pour avoir leur burger minute personnalisé. Alors quand on dit ça à la restauration traditionnelle, gastronomique, ils disent minute personnalisable. Mais nous on est minute. Mais personnalisable, je ne sais pas comment on va faire. Eh bien, il faut donner la main au consommateur, il faut trouver l'astuce, il faut trouver la possibilité de donner au consommateur la main, je répète, sur la finition de son produit et non pas sur la recette. Attention, la finition de son produit. Et je pense que la finition du produit va revenir au plus près du client dans les salles de restaurant. Vous allez voir. On va y revenir. Traçabilité, colère du restaurateur, je veux voir, et je veux du minute personnalisable. Ok. Mais, ça c'est déjà compliqué. Mais il y a quelque chose où là, on a un gros souci, c'est qu'il ne vous a pas échappé que les sondages sortent les uns après les autres, en disant que 75, 80, 85% des Français veulent du sans gluten, du sans lactose, et du bio, et du machin, et du truc. Ça n'arrête pas. 75 à 85%. On s'est rapproché des organismes de sondage, on leur a dit quand on arrive à 75, 80, 85%, ça veut dire quoi? Ils disent je te casse pas, ça veut dire que 100% des Français veulent ça avec les marges d'erreur. Ok. On va laisser ça de côté, puisqu'ils veulent ça. Au GIRA, nous avons la chance d'avoir accès aux statistiques de vente de la restauration en France. Ce que j'appelle les statistiques de vente, c'est les statistiques de ce que les restaurateurs vendent et non pas ce qu'ils ont sur leur carte. Et on a les stats de McDo jusqu'aux 3 étoiles Guide Michelin en passant par tous ceux qui sont au milieu. Et là, j'espère que vous êtes bien assis, on découvre que les Français sont co-recordman du monde d'absorption de pizza par tête d'habitant. On découvre que nous avons inventé la pizza aux 4 fromages. Les Italiens nous regardent avec des yeux, ils ne sont même pas en Italie. On découvre qu'on a rajouté de la crème dans la carbonara. Là, ils ne nous regardent pas, ils sont outrés, scandalisés. Pas de crème dans la carbonara. 2 repas sur 3 se terminent par un café gourmand. 2 repas sur 3 se terminent par un café gourmand. N'importe quel diététicien nutritionniste vous dira qu'il vaut mieux prendre un dessert qu'un café gourmand.
78% des assiettes dans la restauration avec service à table, j'élimine le fast-food et vous allez comprendre pourquoi, 78% sortent avec des frites. C'était 60% il y a 15 ans. Le burger, la star, c'est le seul produit de tous les temps, et ça nous a été confirmé par des industriels, des distributeurs, des nutritionnistes, dont les volumes ont été multipliés par 14 ces 10 dernières années. C'est l'hystérie du burger, c'est pas la folie du burger, c'est l'hystérie du burger. Alors on se dit, il y a un truc qui va pas quand même. Parce que franchement, le burger avec des frites, c'est du pain, du bœuf, du fromage, des frites, je te mets du cheddar dessus et je vais sûrement terminer par un cheesecake. Donc vous imaginez le truc. Donc on se dit, il y a un truc qui va pas. Soit les sondeurs sont manipulés par des lobbies qui disent qu'il faut manger du sans gluten, du sans lactose, du machin, du bio, etc. Soit nos stats sont fausses. Donc on repart à l'attaque, etc. Les sondeurs me disent, je t'assure qu'on est manipulé par personne. Nos sondages sont très très justes, etc. Je retourne voir l'équipe Gira, ils me disent, je t'assure que nos stats sont bonnes, on ne s'est pas gouré, c'est exactement ça que les Français bouffent, etc. Donc on se dit, il y a un truc. Et on a découvert le truc, il n'y a pas tellement longtemps, c'est que les Français font partie des 3 peuples dans le monde, on est 3, à avoir une double vie alimentaire. Je précise. Faites ce que je dis parce que je vais... Ça veut dire quoi avoir une double vie alimentaire? Ça veut dire que ce que nous faisons au domicile n'a rien à voir avec ce qu'on fait en hors domicile. Le contraire évidemment est vrai. Alors vous allez me dire, mais quelle est la différence entre les deux? La différence elle est de taille. C'est que lorsqu'on est en hors domicile, pour un sandwich, pour une salade, pour une pizza, pour un gastro, pour tout ce que vous voulez, on se lâche. Et vous savez ce que c'est se lâcher chez les Français? C'est tout ce qui est salé, sucré et gras. Si vous n'avez pas ça en 2020 sur votre carte, vous êtes out. Mais out de chez out. À tel point que, il ne vous a pas échappé qu'il y a des restaurants véganes qui ouvrent. Vous avez entendu ça, des restaurants véganes. D'ailleurs, quand il y en a un qui ouvre, précipitez-vous pour aller le voir avant qu'il ferme, je vous le conseille. Je vous explique. Il y en a un qui vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps à Bordeaux, donc je me suis précipité, j'étais à Bordeaux, j'ai dit je vais aller voir, c'est très curieux, Gira, il faut qu'on soit curieux, qu'on regarde ce qui se passe. Et je découvre un couple hyper sympa, ils ont la pêche, un super beau restaurant, il y a marqué restaurant vegan. Je rentre dans le restaurant et elle s'appelle Sophie, la fille, je lui dis salut Sophie, génial ton resto et tout, j'adore. Mais j'ai une petite question à te poser, t'es un restaurant vegan? Elle me dit ouais, on est vegan. Je lui dis donc tu portes pas de laine, tu portes pas de soie, tu portes pas de cuir, et j'aimerais bien savoir avec quoi tu te maquilles le matin. Et elle me regarde, elle me dit, je comprends pas ta question. Bah, je lui dis, moi il me semble que le véganisme n'est pas un régime alimentaire, le véganisme est un style de vie qui rejette tout ce qui provient de l'animal et pas que de la bouffe. Elle me dit, ah bon? Ah ouais, je lui dis, tu devrais marquer plutôt restaurant végétalien. Tu es végétalienne, tu es végétarien, mais tu n'es pas vegan. Ils ne comprennent pas. Les journalistes ne comprennent pas, tout le monde utilise ce mot, vegan. Donc, est-ce qu'il faut monter des restaurants véganes ou végétaliens? Sûrement pas. Vous savez combien pèsent les végans en France? 0,2% de la population. Ils ne sortent pas de chez eux, ils ne bougent pas. Ils vivent en circuit fermé. Alors on pourrait dire, on va monter des restaurants végétariens. C'est moins extrémiste. 3% de végétariens sur le territoire français. 3% de végétariens. Eh bien, malgré qu'il y ait 0,2% de véganes et 3% de végétariens, aujourd'hui, nous disons à tous les restaurateurs de McDonald's, aux étoiles Michelin, ayez sur votre carte de 1 à 3 offres végétariennes, voire végétaliennes. Alors vous allez me dire, ah, je comprends pas, vous êtes en train de me dire qu'il ne faut pas faire de restaurant pour eux. Non, je suis en train de vous dire que dans tous les restaurants, il faut des offres végétariennes ou voire végétaliennes. Pourquoi? Parce que s'il y a 0,2% de véganes en France et 3% de végétariens, nous serions, et je suis sûr que ce sont des sondages dans la salle, 47% de flexitariens. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un flexitarien. C'est quelqu'un qui a décidé volontairement de diminuer un peu sa consommation de bœuf, je dis bien un peu. Lorsqu'il en consomme de meilleure qualité, d'où la poussée des steakhouse haut de gamme depuis quelque temps.
Et de temps en temps, ce même flexitarien se tape une assiette veggie, un repas veggie, voire une journée veggie. Et il zappe entre les deux sans arrêt. Donc, le végétal dans la restauration, oui, McDo, pour reprendre son exemple, a lancé le grand veggie. Moi, j'y croyais pas un seul instant. Je leur ai même dit, vous n'êtes pas sérieux de lancer le grand veggie, c'est pas à vous de faire ça. Ils disent, on va le faire, on ne sait jamais. Ça a été le carton. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont mangé le grand veggie. Il y a plein de gens qui ont mangé le grand veggie pensant que c'est bien pour mon corps, etc. Sauf qu'il y a des nutritionnistes qui ont fait des analyses comparatives entre le Big Mac et le grand veggie. Et ils en ont conclu qu'il valait mieux manger le Big Mac largement que de manger le grand veggie. Le grand machin. Vous vous rendez compte, le consommateur, comment il est paumé entre ce qu'on lui dit, c'est bio. Il y a des gens qui pensent que le bio c'est fait pour maigrir, vous voyez, des donnements de n'importe quoi. Il y a des gens qui pensent qu'avec le sans gluten, je vais avoir le teint plus je sais pas quoi. Donc c'est la patauge complète. Mais retenez juste une chose, gras, sucré, salé. Voilà. Avec 2-3 offres végétariennes, et là vous avez une super carte, vous allez voir. Passons maintenant de l'autre côté de la barrière au niveau de l'offre. Il y a deux types d'offres là qui sont en train d'arriver depuis 7-8 ans. Alors sur la droite du marché, comment je pourrais dire, des ex-chefs de parti et des ex-seconds de 2 et 3 étoiles guide Michelin, donc autrement dit c'est des grosses pointures gastro, les mecs et les nanas, ouvrent des établissements qu'on appelle des établissements bistronomiques. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça d'ailleurs, parce que ce qu'ils ouvrent n'a rien à voir avec la contraction d'un bistrot et d'un gastro. Mais bon, passons. Ces jeunes-là, depuis 7-8 ans, hein, c'est pas récent, ouvrent partout en France des établissements dans le bistronomique, et ils appliquent une équation redoutable qui va, à mon sens, reléguer les 2 et 3 étoiles Guide Michelin au rang de musée si ça continue. Je m'explique. Ils ouvrent des établissements très petits pour avoir une réelle, sincère proximité avec le client. C'est pas que les cuisines sont ouvertes, c'est qu'on se demande si on ne mange pas dans la cuisine ou s'ils ne font pas la cuisine dans la salle. Au grand bonheur du consommateur qui n'a jamais été aussi près de la prod. Il veut voir, il veut presque toucher, il veut qu'on bosse que pour lui, etc. Je vais vous montrer tout à l'heure des photos de bistronomiques qui ont compris que la proximité du consommateur, c'est tout. Et compte tenu que ça ne suffisait pas, ils virent les nappes, dépareillent la vaisselle. On n'est plus en blanc et noir coinsouille, on est en jean, basket, polo. Peut-être un tatouage et un ou deux piercings. Les restaurants que je vous décrive là, c'est des restaurants à 40, 50, 60 euros de ticket moyen le midi, 80, 90, 100, 120 euros de ticket moyen le soir. Dès qu'ils voient arriver le guide Michelin, ils disent stop, pas moi. S'il te plaît, pas moi. Et si vous voulez, on prend le pari, à chaque fois je prends le pari, à chaque fois je gagne, donc on ne va pas prendre le pari. On appelle un 2 ou un 3 étoiles guide Michelin en région de Rhône-Alpes, n'importe lequel. Je vous garantis qu'on a une table ce soir ou demain. Je prends pari. En revanche, on va appeler un établissement bistronomique, si vous répond au téléphone. Parce que le plus célèbre d'entre eux, qui s'appelle Septime, il ouvre sa résa 2 heures par mois. Si vous loupez les 2 heures, moi suivant. Imaginons qu'ils répondent au téléphone, l'un d'entre eux, on n'a pas de table avant avril, mai, juin pour certains. Donc il se passe bien quelque chose. Quand vous allez aujourd'hui dans un 3 étoiles guide Michelin, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé autour de moi, j'étais l'un des plus jeunes de la salle. C'est embêtant, non? Non, pas pour moi. Ça... Et de l'autre côté, il y a une autre génération. Alors eux, ils ne sont pas chefs de parti, ils ne sont pas seconds, ils n'ont pas de CAP de cuisine, ils n'ont pas fait d'école hôtelière. Ils sortent d'HEC, Sup de Co, école d'ingénieur. Et ces gens-là, ils débarquent. Et billets en tête, ils modifient le modèle économique du restaurant. Et ce que je vais vous raconter là en 3 minutes, c'est ce que j'ai vécu il y a 7 ans, très exactement, avec 2 mecs qui débarquent chez Zira dans mon bureau et qui me disent
est-ce que tu peux nous filer un coup de main? On voudrait monter un restaurant italien. Les deux mecs dont je parle s'appellent Tigran et Victor, ce sont les fondateurs du groupe Big Mama. Ils sont en 5e année d'HEC quand ils rentrent dans mon bureau. Donc, c'est des étudiants. Ils n'ont pas monté un restaurant, ils voudraient monter un restaurant. Et en fait, ils ne sont pas venus me voir pour que je les aide, ils sont venus me voir pour m'apprendre des trucs en fait. Mais je l'ai su après coup, ça. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ils me disent, voilà, on a 3-4 questions à te poser. J'ai dit, c'est quoi les questions? Ils me disent, est-ce que tu penses que la théorie qui consiste à dire l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement est toujours une bonne théorie? Bah, je dis, ouais les mecs, on va pas ouvrir un restaurant dans la forêt, quoi. Et ils me disent avec un aplomb pas possible, je pense que cette théorie ne fonctionne plus. Je leur dis, ah bon, explique. Ils me disent, écoute, si on prend un emplacement de 2e ou 3e catégorie, mon fonds de commerce va être plus bas, mon loyer va être plus bas, donc mon seuil de rentabilité va être plus bas. À ce moment-là, je me fiche de leur tronche en leur disant, putain les mecs, vous avez des super profs HEC, chapeau. J'aurais pas dû me moquer parce que leur phrase n'était pas terminée. Virgule. Si on est vraiment très très bon, les gens viendront nous chercher là où nous sommes. Alors là, je me fiche pas de leur tronche, mais je fais un peu le masque et je leur dis il faut être sérieux les mecs, je connais que 27 personnes en France qui sont capables de prononcer cette phrase. Ils me disent, ah bon, c'est qui les 27? Ils connaissent que de la restauration. C'est qui les 27? Je dis, les 27, 3 étoiles au guide Michelin. Un 3 étoiles au guide Michelin, tu peux le mettre au 8e sous-sol, au 14e étage dans la forêt, et il y en a eu un dans la forêt, ou au 2e étage de la Tour Eiffel, on ira le chercher là où il est. Mais vous les mecs, vous allez vendre des pizzas et des pâtes, c'est sérieux quoi. Et les mecs me regardent, avec un aplomb pas possible, ils me disent, non, on va le faire. Je dis, ok, vous avez d'autres questions comme ça? Ils me disent, ouais, on en a encore une autre. Il paraît que dans la restauration, il y a une pénurie de personnel. Ah, je dis ça, c'est bien vu. C'est pas une pénurie, c'est une cata. C'est bien ce qu'on avait vu. Mais ils me disent, attends, avant de parler de personnel, on voudrait savoir si quand on est dans la restauration, on est obligé d'acheter chez Transgourmet, chez Break, chez Pomona, chez David J, ils me sortent toute la liste. Je dis, c'est bien, vous avez bien bossé votre sujet, les mecs. Je dis, non, tu peux aller chez Métro. Et ils disent, non, je reformule la question, c'est pas comme ça que je voulais te la poser. Nous, en fait, on va pas aller chercher un fournisseur, on va aller chercher un produit. Je dis, ouais, explique. Ils me disent, voilà, t'as compris, on va vendre des pizzas et des pâtes. Ok. Ils me disent, on a repéré où se trouvait la meilleure olive du monde. Je dis, oh, elle est où? Chez monsieur et madame machin qui sont en Sicile. Ok. Ils me disent, on a repéré où était la meilleure tomate à tomber par terre. Je dis, elle est où? À Naples, chez monsieur machin. Etc. Ils me citent que des petits fournisseurs qui se trouvent évidemment en Italie. Je dis, fantastique. Et, à conclure la suite de l'histoire, ils me disent, bon, on va faire venir tous ces produits-là à Paris. Je dis, là, je vous arrête tout de suite, les gars, parce que le tout petit producteur qui est au fin fond de la Sicile, jamais il te livrera des olives. Ils me disent, j'attendais que tu allais me répondre ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que entre le petit producteur et le restaurateur, il y a 6 ou 7 intermédiaires aujourd'hui. Et bien, nous, on vire tout ça, on crée notre propre logistique et on va nous-mêmes aller chercher les produits. Aujourd'hui, le groupe Big Mama a 3 semi-remorques, tri-température, qui se barrent en Italie, qui font le tour et qui ramènent. Cette petite anecdote, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'ils modifient le modèle économique du coût matière de manière énorme. Ils achètent de la meilleure qualité à un prix plus bas. Parce que leur logistique coûte moins cher que ce que ça aurait coûté si tous les distributeurs qu'ils ont sucrés vous ramènent le produit à Paris. Et le dernier truc, pour qu'ils m'achèvent complètement, je leur dis, vous m'avez pas parlé du personnel tout à l'heure? Il dit, ah ouais, mais ça on va garder pour la fin. Je lui dis, vous avez un truc pour vous sortir de là? Je suis sûr, parce que... Il me dit, ouais, on a un truc. Ils me disent, en fait, on ne va pas travailler avec des pros de la restauration, on va travailler avec des étudiants et des étudiantes italiennes. Je dis, bonne idée, pas mal. McDo le fait depuis 30 ans en France, donc il travaille essentiellement avec des étudiants. Peut-être pas original, les mecs, c'est bien, mais c'est bien. Ils me disent, ouais, mais nous, on veut des gens qui ont la banane, qui ont la pêche, qui font la fête. On s'en fout qu'ils savent porter 5 assiettes ou 3 assiettes. On s'en fout qu'ils savent servir à droite, desservir à gauche, ou au contraire, je ne sais même pas comment ça marche d'ailleurs.
On s'en fout de toutes les techniques de service, on veut la banane et la pêche. Je dis, vous avez raison. 2 ans plus tard, ils me font venir dans une réunion très particulière. Là, j'ai vraiment halluciné. Ils me disent, regarde ce qui va se passer. Et il y avait une salle comme ça, mais ils étaient beaucoup moins que vous. Ils étaient une quinzaine. Tenez-vous bien. Ils disent, on vous a réunis dans cette salle, mesdames et messieurs les 15, parce que vous êtes les meilleurs en salle. Vous êtes vraiment très très bons, vous êtes exactement ce qu'il nous faut en salle. Vous avez la pêche, vous êtes des vendeurs, vous aimez faire plaisir aux clients, vous éprouvez du plaisir à faire plaisir, etc. etc. Les mecs étaient en salle, moi je les regarde là en face. Content? Ouais. Et qu'est-ce que tu veux nous dire, boss? Et il leur dit, vous tous, là, les 15, si dans votre entourage, vous me ramenez quelqu'un comme vous, qui a la même pêche, la même banane, la même volonté de faire, vous aurez 100 € tous les mois, tant que la personne restera dans l'entreprise. Vous savez ce que ça veut dire? C'est le renversement de la pyramide de management dans l'entreprise. Autrement dit, ils auto-responsabilisent sur la qualité de service. La semaine dernière, j'ai rencontré une des filles du groupe, à Paris, qui a 8 filles sous ses ordres. 8 filles qu'elle coach. 800 € tous les mois. Et elle sait ce qu'il faut faire pour continuer à avoir 800 € de plus tous les mois. C'est tout simplement génial. Et tout est comme ça chez eux. Tout est modification des codes. Tout est recodification de la restauration. Alors, quand d'un côté, on a des chefs bistronomiques qui bouleversent la gastronomie, et de l'autre côté, on a des grandes écoles de commerce qui bouleversent la façon de faire de la restauration quotidienne, parce que des pizzas, des pâtes, je vous cite le groupe Bimama, mais allez voir le groupe PNY, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'eux, Paris-New York, c'est, paraît-il, d'après les médias, le meilleur burger actuellement sur le marché. C'est du burger servi à table. Ces gens-là, c'est aussi des HEC, ces gens-là ont une façon de raisonner qui n'est pas celle qu'on a connue jusqu'à présent, et je vous donne un exemple. Ils ouvrent le premier Paris-New York, qui fait donc du burger servi à table, etc., dans un emplacement de 2e ou 3e catégorie, donc comme leurs copains de Bipama, jusque-là extraordinaire. Ils font 2 200 000 €, donc ça veut dire que la technique fonctionne. Ok. Ils ouvrent un 2e, dans un endroit encore plus pourri de Paris, quoi. Pareil, 2 300 000 €. Et là, il n'y a pas très longtemps, ils ont ouvert leur 3e, dans le Marais. Je ne savais même pas que cette rue existait dans le Marais d'ailleurs, tellement il n'y a personne. Il n'y a pas de commerce, il n'y a rien, personne passe, enfin bref, c'est rien. Eux, ils se mettent là, et là, je leur ai dit, les mecs, vous déconnez, parce que là, je pense que vous poussez le bouchon un peu loin, vous prenez de gros risques de vous isoler comme ça, etc. Ils ont ouvert dans le Marais, ils font encore 2 400 000 € en vendant que des burgers, des frites et du cheddar. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ces mecs-là peuvent aller n'importe où, les gens viendront là où ils sont. Et je leur dis, vous vous rendez compte, il faut qu'on accélère, on ne va pas avoir 3 Paris-New York, on va en monter 100, 250, 300. Vous allez être les rois du pétrole, les mecs, et les mecs me disent stop, on voulait juste dire qu'on arrête. Je dis, mais c'est pas que vous plaisantez, vous arrêtez? Oui. Oui, ils n'ont pas le raisonnement de la chaîne de restaurants qui va se dupliquer, j'en aurai 250 dans 5 ans, etc. Et voyez, moi j'étais complètement déçu et que je ne comprenais pas, il me dit, attends, on va t'expliquer, on arrête PNY. Nous allons dupliquer notre savoir-faire qu'on a mis au point sur le burger, sur d'autres produits. Et il me dit, on a besoin de toi pour que tu nous dises quel est le produit next après le burger. Et on va bosser sur autre chose. Mais nous ne sommes pas des gens qui veulent dupliquer à l'infini un truc qui marche. On veut dupliquer notre savoir-faire et notre philosophie. Ils ne raisonnent pas comme nous. Ils raisonnent autrement. Ça s'appelle raisonner en dehors de la boîte. C'est Steve Jobs qui l'a dit depuis très très longtemps. Pour avancer, raisonner en dehors de la boîte. Bah oui, ils raisonnent en dehors de la boîte. Revenons à ce consommateur. Il est de plus en plus quoi? On l'a dit, il est inquiet pour sa sécurité alimentaire. Alors regardez ce qu'on lui envoie dans la tronche régulièrement, et encore il en manque, en passant par le Nutri-Score, le fait maison, le Collège culinaire de France, AB. Alors je vais vous dire,
le consommateur lambda, la seule chose, parce qu'on a fait des tests, qu'il connaît, il a déjà vu, le reste il ne connaît pas, c'est la belle rouge. Là, je vais vous dire, il y a 80% de la population qu'on a interrogée qui dit c'est quoi ce truc-là, on n'a jamais vu un truc pareil. D'où ça sort. Là où on ne marche pas dans le bon sens, c'est qu'on démultiplie les labels, c'est bien ça, pour le sécuriser, mais on ne lui explique pas. Donc, autrement dit, on a un consommateur qui est un peu paumé. Et puisqu'il est paumé, on lui crée des applis. Yuka, vous connaissez peut-être? Fantastique, Yuka. Hein. Moi, quand j'ai découvert Yuka, j'arrêtais pas de l'utiliser. Partout où je passe, hop, ping, mais je regarde. Et quand il y a marqué médiocre, je l'achète pas. Quand il y a marqué bon, je l'achète. Hein. Jusqu'au jour où j'ai découvert un truc qui m'a pas plu du tout. Je me suis dit, mais au fait, qui a monté Yuka? Par qui est financé Yuka? Qui a créé Yuka? Et vous savez qui est derrière Yuka? L'industrie agroalimentaire. Et là, j'ai jeté mon téléphone. Autrement dit, ça veut dire que c'est pas un organisme neutre, c'est ça qui me dérange, quoi. Et alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je vous conseille de le faire si vous ne l'avez pas fait. Vous allez avec votre téléphone, avec votre appli Yuka, chez Natureo, Biocop, Naturalia, etc. Et là, flashez, scannez, vous allez voir le truc. Il y a des gens qui vont chez Natureo, Biocop, Naturalia, pensant que ça va me faire du bien au corps. Tout, je peux prendre tout. Je vais maigrir même chez Natureo et chez Biocop. Mais mettez Yuka, vous allez voir chez Natureo, Biocop et tout ça. Vous allez voir, très calorique, trop sucré et trop salé, machin. Et les gens, ils achètent, ils remplissent les caddies. Ouais, j'ai acheté du bio. Fantastique. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que les consommateurs sont complètement paumés, donc ils font chacun à leur sauce, ce qu'ils croient être bien, et généralement, on fait n'importe quoi. La preuve, pizza, crème fraîche, des cafés gourmands, etc. Mais la génération Z, dont vous faites partie, nous dit mais c'est pas un problème que je me tape un burger avec des frites, du cheddar, et que je me tape un coca et avec un cheesecake, parce que ce soir j'irai à la salle. Ok, on continue. Il y en a qui sont reconnus là peut-être, non? Donc le consommateur est très inquiet sur sa sécurité alimentaire, il est exigeant sur la traçabilité, on l'a déjà dit. Et regardez les murs de la restauration, je ne parle pas de la gastronomie, les murs de la restauration quotidienne, on écrit de plus en plus qui on est, ce qu'on fait, nos fournisseurs. Il y a une chaîne que vous connaissez bien, une chaîne lyonnaise qui s'appelle King Marcel. Vous connaissez King Marcel? Oui. On en bosse avec eux. Et un jour, je suis dans son restaurant parisien, puisque lui c'est un Lyonnais qui était à Paris, et Big Fernand c'est un Parisien qui est venu à Lyon. Enfin bref, il ouvre son restaurant à Paris, et il voulait me faire goûter son dernier cheeseburger, machin, etc. Et je goûte, et je dis, mais c'est incroyable, d'où il vient ton fromage, quoi. Il a tombé par terre. Et il me regarde, il me dit, bah ouais, il me coûte une blinde parce que je l'achète chez Marie Catron. Je ne sais pas si vous connaissez Marie Catron, c'est la papesse, je ne sais pas si on peut dire ça pour une femme, c'est la papesse du fromage, quoi. C'est le summum du fromage. Je lui dis, j'espère que tu plaisantes, tu achètes ton fromage chez Marie Catron et tu le dis pas au consommateur. Il me dit, mais oh, qu'est-ce que ça va lui faire le consommateur? Enfin bref, on a dit à King Marcel, tu vas nous faire 3 photos dans tes boutiques. La photo de Marie Catron, la photo de l'éleveur avec qui tu bosses pour ta viande, et la photo du mauve boulanger qui te fait ton pain. Et en dessous, petit texte, etc. Et on explique. Et les gens, dans les restaurants King Marcel, vont voir les photos, ils disent, ah, vous travaillez avec machin, ah, vous travaillez avec truc, etc. Aujourd'hui, il faut parler aux consommateurs, avoir une transparence totale sur nos produits, sur nos fournisseurs, etc. Il est à la recherche du fait maison, mais pas du faux fait maison, du vrai fait maison. Et tout à l'heure, je vous disais, au plus près des consommateurs, là vous avez un restaurant à l'extrême gauche que je vous conseille d'aller voir le jour où vous repassez à Paris, c'est Balagan. Balagan, en prononciation, en phonétique, c'est de l'hébreu, puisque ce sont des Israéliens. Balagan veut dire joyeux bordel. Et effectivement, ce restaurant, c'est un joyeux bordel. Pourquoi? Parce que quand vous êtes assis là, en face des cuisiniers, ce sont les places les plus recherchées. Les cuisiniers travaillent exclusivement pour vous, pratiquement. Et ils vous disent, tu veux que je te rajoute ça? Attends, je vais te faire ça. Et attends, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu veux que je te... La folie, minute personnalisable. Et pourquoi c'est joyeux bordel? C'est parce que au moment du dessert, il vous faut un dessert artistique sur votre table. Et ça, c'est incroyable. Moi, je l'ai vu l'été dernier à Tel Aviv. Il y a un restaurant, il y a 2h30 de queue. Je me demandais pourquoi.
J'ai compris pourquoi. C'est-à-dire que vous mangez normalement, c'est un restaurant traditionnel, rien de spécial, sauf qu'au dessert, avant le dessert, on vous nettoie votre table, on se demande pourquoi les nettoyer comme ça, tout est beau, etc. Et là, vous avez les deux pâtissiers qui débarquent et qui vous font une toile sur la table. On était 4, on était 6, et là, c'est même pas instagrammable, c'est que vous dites jamais je vais toucher le dessert, quoi. C'est tellement c'est beau, quoi. Et ils vous font un tableau en l'espace de 5 minutes. Ça peut paraître long, 5 minutes, mais compte tenu que c'est un spectacle qui se déroule sous vos yeux, waouh. Et avant de venir faire ce spectacle sur votre table, ils vous disent vous êtes plutôt chocolat, vous êtes plutôt fruits, vous êtes plutôt machin, vous êtes plutôt truc, vous dites je suis plutôt machin. Et évidemment, les deux pâtissiers arrivent, et là, c'est l'art, plus grand art qui arrive, et les gens viennent pour ça. Et évidemment, ça se filme, évidemment, ça se photographie, ça se balance sur Instagram, ça fait du buzz, et c'est comme ça qu'on communique aujourd'hui. Donc vous voyez des cuisines extrêmement ouvertes, le vrai fait maison, parce que le consommateur peut au plus près voir réellement. Il est sensible à la personnalisation, je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé chez Starbucks, Begelstein. Et puis il y a un concept qui est arrivé en France qui s'appelle Five Pizza, je ne sais pas si vous l'avez encore à Lyon, il vient d'arriver il y a très peu de temps, il a quelques unités, qui est inspiré d'un concept que je trouve complètement génial, qui est aux États-Unis, en Californie, qui s'appelle 800 degrés, notez bien ce concept. Et allez le voir sur internet. C'est la première fois qu'un acteur dit à des consommateurs qu'est-ce que tu veux comme taille de pizza. Alors vous allez me dire mais si ça existe parce qu'on nous propose 3 tailles. Il ne vous propose pas 3 tailles, c'est que sous vos yeux il y a un encerclement qui grossit ou qui rétrécit et il vous dit tu me dis stop. Vous me suivez? Donc c'est la pizza, rien pour moi. 2, il vous dit quelle épaisseur de pâte tu veux de la pâte fine ou de la pâte épaisse? Et 3, évidemment, tous les ingrédients, c'est vous qui décidez ce qu'il y a dessus. Mais là, c'est le max de minutes personnalisables. Ça s'appelle 800 degrés, c'est aux États-Unis. Ils vont peut-être arriver en Europe, mais les consommateurs sont dingues de ça. C'est ma propre pizza, c'est moi qui l'ai commandée, c'est moi qui ai tout décidé sur cette pizza. Et Five Pizza fait à peu près la même chose, sauf que vous ne pouvez pas décider de la taille comme vous voulez. Ils ont 3 tailles. Sensible à la personnalisation. Alors là, vous avez à droite un McDo aux États-Unis qui tente la personnalisation totale, puisqu'il décompose tout et il vous demande de choisir. Et à gauche, vous voyez des menus boards de plus en plus process. Je m'explique. On vous dit 1, tu choisis ton assiette saveur, 2, tu choisis ça, 3, tu choisis ton accompagnement, 4, tu choisis ta sauce. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces menus boards où on vous dit de plus en plus 1 tu fais ça, 2 tu fais ça, 3 tu fais ça, plutôt que les menus boards à la KFC, où c'est excusez-moi l'expression, un bordel pas possible, vous ne comprenez pas, vous dites à la fille ou au mec je veux juste du poulet. Comment ça se passe? Ben là, on commence à processer, c'est ce qu'on appelle le processage des commandes, qui nous permet d'aller plus vite au niveau du choix. Et le consommateur est également déstructuré au niveau de son repas. Alors, la déstructuration, elle existe à 3 niveaux. La déstructuration du repas, d'abord, je ne sais pas si vous savez, mais la structure entrée, plat, dessert, qui est une structure classique dans n'importe quel restaurant, ne pèse plus que 13% des repas pris en France. Ça veut dire que 87% des repas sont déstructurés. Déstructurés comment? Entrée, plat ou plat, dessert. Sachant que les Français sont 3 fois plus plat dessert que la moyenne mondiale. Nous voulons terminer par du sucré. Café gourmand, vous vous souvenez? Deuxième niveau de déstructuration, regardez la photo de droite. Il y a de plus en plus l'introduction d'une nouvelle gamme, et ça on le fait faire chez nos clients. Il y a la gamme des entrées, la gamme des plats, la gamme des desserts et la gamme de à partager. Et dans la gamme à partager, il faut mettre des entrées, des plats et des desserts. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gamme à partager devient une gamme à part entière, où on peut zapper entre un plat rien que pour moi, enfin pardon, une entrée rien que pour moi, on va se prendre un plat à partager, et puis on va se reprendre un dessert rien que pour moi. Le consommateur a la liberté de structure de son repas à plusieurs. Et la notion de partage, pourquoi les Français adorent? Parce que c'est convivial, et la convivialité c'est le plaisir, et le plaisir c'est la restauration. Et on revient à cette notion de plaisir. Et le troisième niveau de déstructuration, on a instauré cette carte. Vous ne la voyez pas bien, mais j'enverrai le PowerPoint et vous la regarderez. Sur Internet, je pense que vous pouvez la voir. La marque Fauchon, vous connaissez la marque Fauchon, la célèbre marque Fauchon, a ouvert un hôtel à Place de la Madeleine. Alors
c'est étonnant que Fauchon se lance dans l'hôtellerie, mais bon. Et ils nous ont dit, tout le rez-de-chaussée, est-ce que tu peux t'occuper de la restauration, nous dire ce qu'il faut faire comme concept. Bref, on a monté une brasserie un peu tendance. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que je leur ai dit, si on veut vraiment innover, autant qu'on casse tous les codes de la carte. Et on a monté cette carte. Je vous explique comment elle est structurée, parce que c'est vraiment révolutionnaire. Là-haut, vous avez un semainier. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un semainier. Tous les lundis, c'est tel produit, il y a un plat institutionnel. On ne change pas tous les jours, on ne change pas toutes les semaines, on ne change même pas tous les ans. Tous les lundis, c'est une banquette de veau. Tous les mardis, c'est un petit salon aux lentilles. Et c'est comme ça, c'est institutionnel. Ici, vous avez 4 colonnes. Les végétaux, la mer, la terre, les douceurs. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de plat, il n'y a pas de dessert. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que tous les produits qui sont là ne sont pas tarifés. Il n'y a pas de tarif en face. Alors vous allez me dire, mais comment on fait? Eh bien, on dit au client, tu prends une assiette, c'est 25 €, 2 assiettes 37, 3 assiettes 45, tu structures ton repas comme tu veux. Et là, les clients, c'est la liberté totale de structure de son repas. Il commence par ce qu'il veut, il continue par ce qu'il veut, et il finira par ce qu'il veut. Et il y a des gens ici qui se tapent 2 entrées, qui se font entrée-dessert, qui se font dessert-dessert. Liberté totale de structure de son repas. Alors c'était un peu osé, on a sorti ça l'année dernière, c'est extrêmement récent. La direction générale de Fauchon m'a dit t'es un peu malade, hein, là on prend un gros risque parce qu'on a des gens quand même relativement âgés qui vont être perdus. C'est vrai, je leur ai dit, mais on y a été, on est passé en force, et en fait, tout le monde s'amuse avec une carte comme ça. Et que vous ayez 70 ans ou que vous ayez 30 ans, les gens s'amusent avec cette carte-là, c'est la liberté totale. Pardon. Il est fragmenté dans ses prises alimentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier, 100% du chiffre d'affaires d'un restaurant était fait au déjeuner et au dîner. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça, parce que nous fragmentons nos prises alimentaires. Je ne sais pas si vous savez d'ailleurs, en France, nous sommes à 6,2 prises alimentaires de moyenne jour. Hors liquide, je répète, 6,2 prises alimentaires de moyenne jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je petit déjeune, si je déjeune et si je dîne, je mange en moyenne 3,2 fois plus que ces 3 repas dans la journée. Vous me suivez? Nous sommes à 6,2, les Américains sont champions du monde à 19,4. Et sur la planète, ce qui est intéressant, c'est de regarder ceux qui sont les champions du monde dans l'autre sens. Ce sont les Finlandais, les Suédois et les Danois, qui sont à 4,1. Alors 4,1, 19,2, regardez juste le résultat. Le taux d'obésité le plus élevé dans le monde est aux États-Unis, le taux d'obésité le plus faible sur la planète est dans l'Europe du Nord. C'est QFD. Alors il y en a qui disent c'est pas que ça, en Hollande, en Suède, ils font du sport, les Américains font pas de sport. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir sur la fragmentation de notre prise alimentaire. Et ce qui inquiète les nutritionnistes et les médecins en France, c'est que nous fragmentons de plus en plus notre prise alimentaire. Alors on la fragmente comment? Petit-déj. Les Français petit déjeunaient pas. Ça y est, on se met à petit déjeuner parce que les nutritionnistes et les médecins ont dit qu'il ne fallait pas partir de la maison pour avoir rien mangé, etc. Ok. Il y en a encore qui petit déjeunent pas. Mais si je petit déjeune pas, eh ben vers 10h, 10h30, 11h, j'ai un creux, il faut que je mange un petit truc. Et ce petit truc, il est sucré. Ensuite, il y a le déjeuner, classique. Ensuite, il y a la pause gourmande. Pourquoi il y a une pause gourmande vers maintenant? C'est l'apéro. Non, c'est pas l'apéro, on n'y est pas encore là. Non. Pourquoi il y a une pause gourmande ici? C'est parce que je vous ai dit qu'ici, on déstructurait son repas. On mangeait moins en quantité. Puisque je mange moins en quantité, j'ai un petit creux ici. Alors, je vais passer le truc d'après, je reviendrai parce que ça, c'est le scoop. Il y a le dîner, bien entendu. Et il y a un 7e moment qui est en train de frémir à Paris,
qui n'est pas encore bien développé, c'est ce que les Américains appellent le late night. Late night, ça veut dire que les Américains remangent, donc comme ils n'ont pas assez mangé, ils remangent en début de nuit. Alors, je reviens sur frigo vide, parce que c'est ça qui est important. Les Français se posent une question fondamentale de leur existence vers 16h30, 17h, qui est qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et alors là, on s'arrête de bosser parce que c'est la question. Et là, on passe des coups de fil, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et vous savez pourquoi on se pose de plus en plus cette question à 16h30, 17h? Parce que les Français savent de moins en moins cuisiner, ils prennent de moins en moins de temps de cuisiner, ils en ont marre de faire les courses, leur frigo est vide. Mais il faut qu'on mange ce soir. Donc qu'est-ce qu'on mange? Et le business du frigo vide, vous savez ce que c'est? C'est que sur les 26 millions d'actifs que nous sommes, nous allons de plus en plus, ça existe déjà, hein, nous allons de plus en plus passer quelque part pour aller chercher de quoi manger ce soir. Pas passer quelque part pour faire des courses, passer quelque part pour ramener de quoi manger ce soir. Qui joue la partie? Les boulangers, ils disent « Ah mais moi je mets des pizzas et des quiches et des salades. » Ok, mais c'est plus consistant, plus chaud, plus structuré. Picard fait un carton entre 17h et 20h. Picard. Allez dans un Picard à 18-19h, vous allez voir ce qui s'y passe. Des commerces de proximité, les Dailymonobles, les Franprix, tout ça, font un carton entre 17h et 20h. Mais moi je dis aux restaurateurs, indépendants, traditionnels, même bistronomiques, mais jouez la partie. C'est à vous de la jouer cette partie-là. Il y a plein de gens qui aimeraient bien ce soir rester à la maison, pas sortir au restaurant, rester à la maison, mais en mangeant quelque chose de plus structuré, de plus consistant, de plus sympathique, de plus traditionnel, de plus, entre guillemets, gastronomique. Là, il y a un business énorme. Tous les clients de Gira en restauration traditionnelle servie à table qu'on a lancé là-dedans ont augmenté leur chiffre d'affaires de 30 à 50%, rien qu'avec cette période-là. Et ça ne leur a pas déshabillé au restaurant le soir, absolument pas, ça n'a rien à voir. Et puis, sinon on va arriver à l'apéro, il y a deux autres moments qui montent. Le brunch, il monte. Et ce qui monte le plus fortement en ce moment partout en France, c'est ce qu'on appelle l'afterwork. Afterwork, plus communément appelé l'apéritif dînatoire. Pourquoi? Parce que l'afterwork, je sors du bureau, je vais boire des coups avec des copains. Mais je ne fais pas que boire des coups, je grignote des trucs, genre planche, tapas, etc. Je rentre à 21h, 21h30, parce que c'est ça le créneau, 18, 21h, un truc comme ça, et je dînerai pas. Donc autrement dit, ce moment-là, c'est un after-work dînatoire, et il n'y aura pas de dîner derrière. Okay, ça, c'est montant très fortement dans Paris. Et ça monte à Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, ça monte, ça monte. Il y a plein de gens aujourd'hui qui veulent passer un moment à boire des coups et à grignoter, ou à grignoter boire des coups dans le sens que vous voulez, avant de rentrer à la maison. Et c'est aussi des lieux de rendez-vous, on se retrouve là, et après on rentrera à la maison. Alors plusieurs choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé véritablement? La première chose qui a changé, c'est que, je ne sais pas si vous savez, en France, nous consommons à l'extérieur de notre domicile 10 milliards de repas. Alors ce chiffre vous dit peut-être rien, mais ça correspond à un repas sur 7 à l'extérieur de chez nous. Et sur un repas sur 7 vous dit probablement rien, mais il faut savoir qu'on est les avant-derniers de la classe en Europe. On ne sort pas encore de chez nous. Donc ça veut dire que le marché de la restauration est très 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 porteur. Les Italiens sont devant nous à un repas sur 6. Les Espagnols sont devant eux à un repas sur 5. Les Britanniques sont devant eux à un repas sur 3. Et les champions du monde de la sortie hors domicile, ce sont les Américains qui prennent un repas sur 2 à l'extérieur de chez eux. Je m'amuse toujours à dire que quand une mère de famille américaine dit à ses enfants à table, tout le monde saute dans la voiture. Je ne sais pas si vous voyez l'écart qu'il y a entre 1 sur 2 et 1 sur 7. C'est énorme. Alors, nous sommes très en retard. Pourquoi nous sommes très en retard? Parce que nous savions cuisiner. Ce qui est de moins en moins le cas, donc on va sortir de plus en plus de chez nous. Alors, je vous ai dit 10 milliards de repas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir combien de repas nous prenons
à moins de 10 euros TTC, boissons compris, ce sont des tickets moyens, c'est pas le prix des menus. Et là, j'espère que vous êtes bien assis. Aujourd'hui, c'est 75% des repas que nous prenons à l'extérieur de notre domicile qui le sont à moins de 10 euros TTC, boissons comprises. Si je rajoute la catégorie 10-15, retenez un truc, à moins de 15 euros TTC, boissons comprises, de dépenses moyennes, c'est 9 repas sur 10. 9 repas sur 10. Regardez combien il se consomme de repas à plus de 30 euros en France, 3%. Il y a des étoilés Michelin qui m'ont dit « Ok, est-ce que tu ne peux pas nous faire une segmentation à 50, 100, 100, 200 et au-dessus de 200 ?» On va se trimballer des 0,8, des 0,2. 3% des repas à plus de 30 euros en France. Lorsqu'on rétablit par le chiffre d'affaires, les choses rentrent un peu plus dans l'ordre, c'est les jeux des tickets moyens. Nos 3 petits pourcents de repas à plus de 30 euros pèsent 14% du chiffre d'affaires. C'est tout simplement le jeu des tickets moyens PP. Alors, moi, ce qui me semble intéressant, c'est quand on demande au consommateur, au fait, monsieur le consommateur, qu'est-ce que vous faites dans chacune des catégories, pourquoi vous êtes là? Première catégorie, à moins de 10 euros, pourquoi tu es là? Pour une problématique de prix, normal. Pour une problématique de rythme, je suis pressé, normal. Et en troisième position arrive la notion de produit. C'est ce qui fait la particularité de la France. Nous sommes l'un des rares pays au monde où la notion de qualité de produit intervient aussitôt dans la segmentation de prix. Et lorsque je monte d'un cran dans la catégorie 10-15, le produit passe en tête, et vous en doutez bien qu'il n'en bougera plus. En deuxième position, le rythme, je suis toujours pressé. Et en troisième position, surprise, il nous parle de sécurité alimentaire. Et là, on lui dit, monsieur le consommateur, c'est bizarre que vous nous parliez de sécurité alimentaire entre 10 et 15, alors que vous ne nous en parliez pas à moins de 10. Et là, je vous laisse juger de ce que 78% de la population française répond à cette question-là. À moins de 10 euros, je n'ai pas de problème de sécurité alimentaire, parce qu'à moins de 10 euros, je sais que c'est industriel. Fin de citation. Alors, je ne sais pas si vous voyez, cette phrase, d'abord, elle est entièrement fausse, mais 78% de la population qui l'affirme. Autrement dit, on ne va pas aller à l'encontre des 3/4 de la population. Ça veut dire quoi concrètement entre les lignes? Ça veut dire que le consommateur est en train de nous dire, quand c'est industriel, dites-le moi. Mais si vous ne me dites rien, j'ai des doutes. Et lui, il est persuadé qu'à moins de 10, tout est industriel. Ce qui est, je le répète, totalement faux. Dans la catégorie 15-20, le produit est toujours en tête, le prix, l'efficacité. Et là, je vous l'ai mis quand même en 4e position, parce que je vous signale que c'est la première fois qu'il nous parle des facteurs humains. Et ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que ça veut dire que la restauration à moins de 20 euros demain sera pilotée par des robots comme au Japon? La réponse est non. Le consommateur dit simplement qu'à partir de 15 euros, il a des questions à poser sur la carte et il aimerait bien qu'un être humain lui réponde. C'est simple. Transparence, traçabilité, etc. Il veut qu'on lui réponde à ces questions. Lorsque je monte d'un cran dans la catégorie 20-30, il prononce pour la première fois le mot service, où là, il a besoin d'un service avec un grand S. Entre 30 et 50, il ne se passe rien de mieux ou rien de différent. Par contre, dans la catégorie reine à moins de 50, j'espère que vous avez un papier et un crayon pour noter le scoop, parce que c'est le scoop du siècle. Vous allez voir, vous allez être très très étonné. Quand on lui dit c'est quoi le summum d'un restaurant, il vous répond c'est une assiette dans un joli cadre avec une atmosphère qui est générée par le personnel. Quel scoop! Et vous savez ce que les consommateurs aujourd'hui, là où ils ne sont pas contents, c'est que ce triptyque-là, ils ne le trouvent pas partout. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a affaire à des consommateurs qui adorent le restaurant, qui sont fans de sortir au restaurant, ce qui n'est pas le cas des anglo-saxons, etc. Mais son plaisir, il le trouve dans ce triptyque assiette, personnel, cadre. Je répète, assiette, personnel, cadre, et c'est pas assiette ou personnel. Il fut une époque où on disait qu'un produit médiocre pouvait passer avec un mec ou une nana qui avait la banane. C'est terminé. Il fut une époque où on disait qu'une assiette topissime pouvait passer avec des gens qui faisaient la tronche. C'est terminé. Maintenant, il faut l'assiette, le perso et l'endroit où je suis. Et si j'ai pas les trois, out. Et je peux vous assurer qu'il y a un max de restaurateurs qui sont out aujourd'hui. À cause de ça. Alors, si on s'arrêtait là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend deux choses. C'est que le mass market est à moins de 15 euros.
que le consommateur il ait tout ce que vous voulez sauf exigeant. Il réclame juste ce pourquoi il paye dans un restaurant, c'est tout. Mais ce marché a un gros problème, c'est qu'il s'effondre par son centre depuis quelques années. Le centre, nous l'avons situé entre 20 et 30 euros. Alors c'est 20 à 30 euros de ticket moyen au niveau national, c'est peut-être 25-35 à Paris et Lyon, et c'est peut-être 18-28 dans la France profonde et en milieu rural. Vous voyez bien, il y a un ventre mou qui ne plaît plus aux consommateurs, parce qu'il y a toujours quelque chose dans cette zone de prix qui ne va pas. Soit le prix est trop cher par rapport au service, soit le service n'est pas à la hauteur du produit, toujours quelque chose qui ne va pas. Et le consommateur se barre vers les extrêmes du marché, pensant trouver à gauche du fast-food malbouffe et pensant trouver à droite de la gastronomie. Et vous allez voir qu'ils ne trouvent pas ça du tout, et c'est ça que je voulais vous expliquer. Ils trouvent à gauche quoi? Faisons un peu d'histoire. Qui faisait de la restauration rapide après-guerre? Le café, bar, brasserie, le troquet, qui avait d'ailleurs le jambon beurre, le croque-monsieur et le hot-dog. C'est pas nouveau, le hot-dog, ça existait il y a très très longtemps. Et compte tenu qu'ils n'ont pas su faire le job, eh bien il y avait 200 000 cafés en 1960, il n'y a plus que 28 000 cafés à l'heure où on se parle. On a perdu nos cafés les uns après les autres. Voyant que les cafés ne faisaient pas leur job, 1979, McDo débarque à Strasbourg. Voyant que les cafés ne font pas le job, Brioche Dorée 1981, Paul 1983. Vous suivez l'histoire? 79, 81, 83. Et entre 79, arrivée de McDo, et 2001, je fais volontairement un saut dans l'histoire énorme, la France vit quelque chose de très particulier. Nous sommes le pays de la gastronomie, on vit avec deux produits de restauration rapide, un hamburger et un sandwich, plutôt fast-food, malbouffe. Fin du premier épisode. En 2001, vous avez un garçon qui débarque à Paris. Je l'appelle l'extraterrestre parce que je pense que ce mec-là n'est pas un terrien. Il s'appelle Alain Cogent, C-O-J-E-A-N. Il ouvre à Paris rue de 16, je ne sais pas si vous connaissez la rue de 16, c'est une rue que je qualifie à l'abri du chiffre d'affaires. C'est une rue qui se trouve entre la place de la Madeleine et le boulevard de Malesherbes, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une toute petite rue mal famée. Il n'y a pas de commerçants, c'est un trou noir. Si, pardon, il y a un seul commerçant, il y a un sex shop et lui il se met en face. Autrement dit, il a tout faux. Et dans cette boutique-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vend des sandwichs, des quiches, des soupes, des salades. Comme Brioche Dorée et Paul depuis les années 80. Où est la nouveauté? Sauf que lui, en 2001, décide de les faire, plus zen, plus bio, plus féminin, plus frais, plus fait maison, plus cher. Et à l'époque, on le prend pour un malade. On sort d'une période fast-food, malbouffe. Pourquoi je vous parle d'Alain Cogent? C'est parce que ce gars-là a provoqué deux phénomènes qui sont encore sous nos yeux aujourd'hui, 19 ans plus tard, puisqu'il a créé ça en 2001. Un, la France est passée en l'espace de 19 ans de 2 produits de restauration rapide, rappelez-vous, à 51 à l'heure où on se parle. Les Américains ont 19 produits de restauration rapide. 51. Nous, on fait de la restauration rapide à base, de sushi, de kebab, de bagel, de machin, de trucs, ok, mais aussi de homard, de ceviche, de couscous, de bretzel. Ça n'arrête pas. Les Français inventent la restauration rapide tous les jours. Et le deuxième phénomène qu'il a provoqué, c'est cette montée en gamme qui a été prise en relais par les 3 étoiles Guide Michelin dès 2005, qui ont tous monté en 2005 leur sandwicherie. Je dis bien sandwicherie. Je ne dis pas bistrot, sandwicherie. Fin du 2e épisode. Et le 3e épisode a eu lieu il n'y a pas tellement longtemps. Je reviens un tout petit peu en arrière. En 2009, il y a un gars qui vient me voir et qui me dit, un gars que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler, vous l'avez peut-être vu à la télé, il s'appelle Vincent Ferniaud. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est un chroniqueur France Télévisions, il faisait des émissions de télé le matin, je crois, etc. Il vient me voir en 2009, autrement dit il y a 11 ans. Et il me dit, je comprends quand tu expliques que la restauration rapide, elle monte en gamme, par contre ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cette montée en gamme est déstructurée. Je lui ai dit, écoute, on va se calmer, on va boire un coup, parce que je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Et on se sépare. 2 ans plus tard, il m'appelle et il me dit, j'ai bien compris que tu n'avais pas bien saisi ce que je voulais te dire à l'époque. Je viens de monter un restaurant et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Je vais le voir.
Et ce gars-là a eu l'idée de génie d'appeler des potes à lui. Alors ses potes, c'est Goujon, Renaud, Marcon, Anne-Sophie Pic, vous voyez. Pour le salé, pour le sucré, il va chercher Conticini, Michalak, des mecs comme ça, c'est bien. Il aurait pu choisir pire comme pote. Et il leur dit, est-ce que vous pouvez me mettre des entrées, des plats et des desserts dans des bocaux B-O-C-A-U-X? Et il crée Bocaux B-O-C-O, pour ceux qui ont entendu parler de ce concept. Naissance de ce concept en 2011. Ok. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que si on reprend toute l'histoire du marché à gauche, l'Italie, ici, qui est un peu inversé, mais alors, les plus lents du monde, ils sont là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la France est totalement l'inverse du Royaume-Uni. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il faut faire très très gaffe sur ce que vous entendez, ce que les gens disent, comme quoi qu'il faut speeder, il faut aller vite parce que les gens sont pressés. Attention, les Français ne sont pas si pressés que ça. Attention. Attention. Comment? Il y a toujours des clients qui sont vraiment pressés. Toujours. Comme il y a des clients aussi qui vont arriver dans un resto et qui vont vous dire est-ce que dans 40 minutes tu peux m'amener au café parce que je suis très pressé. Vous les amenez à 40 minutes au café et ils restent papotés dans leur café pendant 20 minutes derrière. Les grandes tendances du marché dans la catégorie mutation, eh bien, c'est de plus en plus court au niveau des cartes, mais je ne vais pas revenir dessus, on vous l'a déjà dit, court en gamme. 2, transparence totale, il faut tout dire aux consommateurs. 3, ça c'est la vague du mini. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus sur des cartes, mais ça commence à arriver. Le mini, ça sert à quoi? Ça ne sert pas à moins manger, c'est le contraire. Ça sert, à goûter à plusieurs saveurs, une trilogie de tartare, une trilogie de burger, une trilogie de bagel, faites des trilogies et des quadrilogies de tout ce que vous voulez. Plus vous ferez des trilogies et des quadrilogies, plus les gens vont se les partager, et plus les gens pourront goûter à plus de saveurs. De plus en plus homemade, on ne va pas revenir dessus, de plus en plus premium. C'est la conséquence, je vous disais tout à l'heure, dans la restauration, il y a deux possibilités, soit je monte, soit je descends. Je ne peux plus descendre, parce que quand je descends en qualité et quand je descends en prix, le consommateur ne me suit pas. Donc je suis obligé de monter. Tout le monde est condamné à monter. Et regardez McDo France. McDo France est le pays le plus premium de McDo dans le monde, avec la Suisse. France et Suisse. Enfin, tout le monde monte en gamme. On a même vu des kebabs qui sont en train de monter en gamme maintenant. C'est incroyable, des kebabs. Et des kebabs de luxe maintenant. Des kebabs de luxe. La gastronomie. Exact. De plus en plus esthétique. C'est intéressant l'esthétisme parce que on s'aperçoit que les créateurs de restaurants passent du luxe avec du matériau neuf qui coûte très cher à l'esthétique avec de la récup qui coûte moins cher. Je ne sais pas si vous voyez, modification encore une fois de l'équation. De plus en plus pain, les Français sont dingues du pain. Dès que vous mettez un morceau de protéine entre deux morceaux de pain, c'est le carton. Regardez le sandwich, regardez le bagel. Regardez le bagel, franchement, ça fait un carton, mais c'est pas dans notre culture. C'est rigolo, il est rond avec un trou au milieu et les gens se précipitent dessus, c'est rigolo. Vous savez, j'ai jamais su d'où venait le bagel d'ailleurs, parce qu'il y en a qui disent ça vient des pays de l'Est. D'autres qui disent, les Américains disent non, non, ça vient de chez nous. Les Asiatiques, ils ont dit ah, non, non, le bagel, c'est nous qui l'avons inventé. Bref. Et là, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 3-4 mois, les Canadiens, ils ont levé la main tout doucement, ils ont dit alors là, je vais vous dire, le bagel, c'est nous qui l'avons inventé. Donc, je ne sais pas qui a inventé le bagel. Toujours est-il que le bagel, les gens adorent. Et regardez le burger, morceau de protéine entre deux morceaux de pain. Le panini, je ne vais pas tous vous les citer. Dès que vous mettez un morceau de protéine entre deux morceaux de pain, c'est le carton en France. De plus en plus frais, de plus en plus court en gamme, mais si vous êtes court en gamme, vous êtes en rotation. Je parle de la carte. Il y a un 2 étoiles au guide Michelin que je ne citerai pas. Il m'appelle un jour et il me dit j'ai entendu dire qu'il fallait raccourcir les cartes. Je dis ouais. Il me dit bah, moi j'ai raccourci la mienne. Ah, je dis bravo. Il dit fais voir ta carte. Il monte sa carte, il y a une entrée, un plat, il y a des feux. Je lui dis, tu déconnes ou quoi? Il est 2 étoiles au guide Michelin. Je lui dis, non, j'ai pas dit qu'il faut. Il m'a dit, ouais, mais c'est l'humeur du jour, c'est le marché du jour, c'est mon inspiration du jour. C'est l'artiste, le mec qui plane à 15 000.
Et en fait, j'ai eu tort de m'affoler parce que ces clients sont absolument pas gênés. Bon, c'est clair que si aujourd'hui les poissons et vous n'aimez pas le poisson, vous êtes malin, hein, c'est comme ça. Plus en rotation. Aujourd'hui, la rotation des établissements bistronomiques, c'est 3 entrées, 3 plats, 3 desserts ou 4-4-4. Sur une feuille 21-29-7 sur une planche de bois avec une pince. Demain, j'enlève la feuille, poubelle, 3 nouvelles entrées, 3 nouveaux plats, 3 nouveaux desserts. C'est la rotation journalière sur une carte hyper courte. 1-1-1, ça me paraît un tout petit peu court. Mais bon, apparemment, ça ne gêne pas, surtout dans un 2 étoiles. Mais on est très très loin des cartes de chaîne où vous avez 18 entrées, 42 plats, c'est fini, c'est bon. Et de plus en plus digitalisé. Alors là, je m'arrête 30 secondes sur le digitalisé parce que je suis très sceptique sur la digitalisation de la restauration, franchement. Il y a 2 modes de restauration, vous savez, dans le monde, il y a la VAC et la SAT. VAC, vente au comptoir, SAT, service à table. Ok? Vous suivez. VAC, c'est je commande, je paye et je mange. Le service à table, c'est je commande, je mange et je paye. Jusque-là, vous suivez. Eh bien, la VAC se digitalise à mort et c'est normal. Ok? Le SAT, moi, il faudra qu'on m'explique comment on va digitaliser le SAT et je vais essayer de vous l'expliquer autrement. Aujourd'hui, il y a une pénurie grandissante depuis 15 ans alors que le consommateur réclame de plus en plus le retour du vrai service en salle. Qu'est-ce que tu considères comme vrai? Comment? Qu'est-ce qu'on considère comme vrai? Alors, je vais essayer de vous expliquer ça autrement. Moi, je suis intimement persuadé qu'on est en train de vivre, dans les mois et années à venir, le grand retour du service en salle. Et ce que j'appelle le service en salle, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, dans la restauration, nous sommes devenus des porteurs d'assiettes, point. Il ne se passe plus rien dans les salles. Et il va falloir qu'il se repasse quelque chose dans les salles. Je vais vous dire pourquoi. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, le consommateur, il veut l'assiette et le personnel. Pas uniquement que je souris bêtement, c'est qu'il se passe quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas faire des finitions à la table? Est-ce qu'on ne peut pas découper un petit truc? Est-ce qu'on ne peut pas faire une crêpe dans le cadre du spectacle en salle? Alors je vais essayer de vous l'expliquer autrement. On s'est aperçu que nous sommes dans un parcours expérientiel lorsqu'on rentre dans un restaurant. Et ce parcours expérientiel provoque chez le consommateur des sentiments positifs où il peut être ému et plutôt apaisé, c'est rare d'être ému mais on est plutôt apaisé, et des sentiments négatifs où je peux être contrarié, et ça arrive, où je peux être en colère, j'espère que ce n'est pas fréquent. La restauration est le seul commerce, à notre connaissance, qui a le plus de contacts avec le client. Quand vous rentrez dans une librairie, vous avez 2 contacts. Je veux ça, je paye. Dans une boulangerie, je veux ça, je paye. 2. Dans une pharmacie, je veux ça, je paye. 2. Dans la restauration, 10 contacts. D'où la complexité du parcours expérientiel lorsqu'on a un restaurant. Et on va les passer un après un, et vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut digitaliser. Franchement, il y a un truc que je ne puisse pas. Contact en amont. J'ai envie de me faire un italien ce soir, restaurant italien Lyon, ouais, Internet. Ok, de ce côté-là, ça ne s'appelle pas de la digitalisation, ça s'appelle utiliser Internet dans mes recherches. D'accord? Avant, j'avais les pages jaunes. Et avant, j'avais l'annuaire, le bottin, vous savez, le truc, je tournais les bottes. Donc là, ouais, mais ça ne s'appelle pas du digital, ça s'appelle l'utilisation d'Internet pour faire mes recherches. Ok. L'arrivée physique dans le restaurant. Comment on va digitaliser ça? Expliquez-moi. Les gens aujourd'hui veulent être accueillis, pris en charge par un être humain. Les Japonais, qui sont complètement tarés à ce niveau-là, ils ont mis des robots au service et à l'accueil. Même au Japon, ces restaurants ont fermé. Même au Japon, qui sont complètement sur notre planète. Donc là, pour l'instant, on digitalise que dalle. Placement, premier mot, j'accompagne les gens à la table. Mais je dis bien premier mot, parce qu'il y en a un qui arrive, balancez la carte et vous vous cassez. Non. La moindre des choses, c'est qu'il y ait quand même quelques mots. On n'en est pas à la prise de commande encore. Je ne peux pas me permettre de placer des gens et leur dire « Salut, je me casse ». Non. Je sais pas. Pour l'instant, on digitalise que dalle. Carte, suggestion, conseil. Je reviens. Les prises de commande, et normalement, là, on va passer à la phase hyper importante d'un restaurant qui est vous avez choisi. Cette phrase, elle est catastrophique. Vous vous rendez compte, on demande à un client s'il a choisi. J'ai l'impression qu'on s'est goûté le métier. C'est pas au client de choisir, c'est à nous
de lui proposer, c'est à nous de lui suggérer, c'est à nous de lui donner envie, c'est à nous de faire du service avec un grand S. Donc là, je vois pas encore comment on va digitaliser. Alors il y en a qui me disent stop, alors là, si, je suis désolé, moi j'ai digitalisé, j'ai filé un iPad à mes clients et c'est eux qui passent la commande, bien sûr. Le jour où on mettra les iPads dans les restaurants, ça sera la fin du restaurant, autant je reste chez moi et je me fasse livrer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non. D'ailleurs, tous ceux qui mettent des iPads reviennent à la carte traditionnelle. Les gens ne veulent pas avoir un iPad dans les mains, c'est pas à eux de passer la commande. Alors oui, mettez-leur un iPad dans les mains pour les informer sur les vins, sur votre transparence, sur vos fournisseurs, oui, pour faire de l'information. Mais on ne dit pas aux clients, tiens, passe ta commande. Non, non. Je dis bien dans le service à table, dans la restauration rapide, dans la VAC, oui, les bornes, oui, click and collect, oui, mon appli. Là, je suis dans le service à table. La prestation alimentaire qui arrive, alors je ne vois pas comment on va la digitaliser, ça serait bien qu'on arrête d'entendre des phrases ridicules, bonne dégustation. L'autre jour, j'ai mangé un kebab, la nana m'a dit bonne dégustation. Hein. J'ai dit ouais, je vais prendre un panard, pas possible. Et puis je pense qu'il faut arrêter, je sais qu'on vous apprend ça, c'est les cloches, tout ça, l'ensemble, tout ça. Les gens, ils veulent plus de ça. Ils veulent plus de ça. Déroulement du service. Il y a un truc qui m'a frappé, j'étais aux États-Unis il y a quelques mois, il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'en France, on vous amène le plat principal et on ne vous revoit plus jusqu'au moment du débarrassage. Aux États-Unis, on vous emmène le plat principal, la règle c'est qu'on vient vous voir 4 fois avant le débarrassage. Voilà. Et j'entends dire, oh mais c'est chiant, il va venir vous voir 4 fois. Première fois, est-ce que la cuisson vous convient, monsieur? Est-ce que les garnitures que vous m'avez demandées vous conviennent, etc. Je m'enquiers de savoir si tout va bien. Deuxième fois, est-ce qu'il vous manque quelque chose? Vous avez du pain, vous avez de l'eau, je vous remets une bouteille de vin, etc. Une troisième fois, je reviens pour savoir si vous voulez un peu plus de légumes, peut-être pas la protéine, un peu plus de légumes, etc. Et la quatrième fois, je reviens vous débarrasser en vous demandant ça vous a plu, etc. Et ben en France, on ne revient pas entre le moment où j'ai posé l'assiette et le moment là. Et quand j'ai une assiette qui est à moitié vide ou à moitié remplie, il n'y en a pas un qui me dit vous avez un problème? Hop, on débarrasse, on se casse. La moindre des choses, c'est de demander il y a un problème, etc. Ben, faites l'expérience, si ça vous est déjà arrivé, vous allez voir si on vous dit quelque chose, on débarrasse. L'addition, moment quand même important. Alors, des fois, il y a des additions qui arrivent alors qu'on ne l'a pas demandé. Ça veut dire qu'on a besoin de la place, si vous pouvez dégager vite fait. Mais l'addition est probablement, c'est même probable, c'est pas probable, c'est le seul moment du service à table qui sera digitalisé pas après-demain, dès demain. Vous allez voir, ça va être très très vite. La France est très très en retard sur la digitalisation de la séquence paiement. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que nous avons les organismes bancaires les plus frileux de la planète. Mais c'est pas négatif ce que je dis, au contraire c'est très positif. C'est-à-dire qu'ils nous protègent et ils font gaffe à ce qu'ils font. Pour ceux qui ont déjà été aux États-Unis, il ne vous a pas échappé qu'aux États-Unis, ils font ce qu'on appelle sweeper votre carte bleue. Ils la passent comme ça et vous vous barrez. En France, c'est totalement interdit pour une simple et unique raison, c'est qu'ils veulent qu'on tape notre code qui permet effectivement de prouver que la carte bleue que j'ai dans les mains, c'est bien la mienne. Donc on est archi sécurisé en France. Les Américains, quand ils viennent en France, ils ne comprennent pas cette histoire de code, machin, tout ça. Bon, bref. Demain, il n'y aura plus de caisse, plus d'addition, plus rien. Pourquoi? Parce que demain, vous allez payer avec ça. Et pas qu'au restaurant. Du boulanger, à la location de voiture, chez le médecin, vous allez payer avec ça. Et ça, on le dit, ça s'appelle un téléphone. Et le téléphone, vous allez passer devant un lecteur, comme un béoum. Et il va falloir à un moment sécuriser comme quoi que c'est bien vous. Il y a 3 méthodes pour sécuriser un paiement avec un téléphone aujourd'hui dans le monde. Il y a l'empreinte digitale, qui est une technique américaine, emmenée par Apple. Il y a la reconnaissance faciale, qui est une technique américaine, emmenée également par Apple. Et il y a une troisième technique, qui est une technique asiatique, qui est la reconnaissance rétinienne. Je prends mon téléphone et je me la colle à l'œil pour reconnaître mon œil. Ben,
Vous ne croyez pas si bien dire, au premier rang, il y a quelqu'un qui dit bientôt, ça va être la reconnaissance de la salive. Non. Il y a des ingénieurs qui sont en train de travailler sur la reconnaissance avec la main. Il paraît que nous avons des mains uniques en termes de lignes. Oui. Alors, les organismes du monde entier sont en train de se mettre d'accord et a priori, je dis bien a priori parce que d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas encore complètement décidé, le paiement sécurisé par téléphone se fera avec ce qu'il y a de plus, comment je pourrais dire, sécurisé et fiable, et là je suis vachement étonné, c'est la reconnaissance faciale. C'est ça qui va être adopté par tous les organismes bancaires, par tous les fabricants de téléphones, etc. Donc c'est la technique américaine d'Apple. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'iPhone qui a reconnaissance faciale. Je suis bluffé par ce téléphone parce que vous pouvez être bronzé, mal foutu, avec des lunettes, crevé et dans la pénombre, il vous reconnaît. Faites l'expérience, vous allez voir, c'est étonnant. Dernier contact, départ. Alors là, quand on s'en va d'un restaurant, là il se passe des choses un peu bizarres. À la sortie d'un restaurant, on vous balance à la tête une phrase catastrophique qui est « ça a été ». Mais je vais vous la refaire au ralenti celle-là parce qu'elle vaut le coup. On vous dit, c'est-à-dire que là, je suis en train de me barrer là-bas, et on dit à la personne qui est là-bas « ça a été ». Sauf qu'au ralenti, ça fait « ça a été ». Et sur le T, je suis déjà en train de me barrer à la table 12 qui réclame pour la deuxième fois du pain. Autrement dit, je répète bêtement cette phrase ça a été sans me soucier, mais royalement, de ce que va me répondre le monsieur ou la dame qui est là. Donc maintenant, je vais vous la refaire au ralenti, avec ce que je réponds quand j'entends ça a été. Alors ça a été, et moi je suis là-bas, en train de partir, et je me retourne, je dis non. Et alors là, je reprends le mec ou la nana, et ça a été non. Et alors là, c'est affolement, bégaiement, quoi. Et ils ne savent pas quoi répondre. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on impose des formules stupides comme ça a été, sans former les gens à l'éventualité d'une réponse négative. La moindre des choses, quand vous demandez à quelqu'un « Est-ce que tu vas bien ?», c'est de le regarder dans les yeux et d'attendre la réponse. Il y a des gens qui vous disent « Ça va ?» ils sont déjà cassés. « Ouais, je t'ai pas répondu au fait, hein. Je vais vraiment pas bien. » Vous vous rendez compte, un client qui vient de se barrer, on est en train de lui demander si ça a été, et on se fout royalement de sa réponse. Et quand il répond non, eh ben on ne sait pas gérer. C'est un peu embêtant. Et moi je pense, et on le fait avec certains de nos clients, on réunit des équipes de salle à 15h, 15h30 après le service, et on leur dit arrêtez de dire ça a été. D'abord, la moindre des choses, c'est de savoir si ça s'est bien passé pendant le repas. Pourquoi vous attendez là, à toute fin du repas, il est sur le pas de la porte en lui demandant si ça a été. Vous vous rendez compte? Pourquoi les Américains reviennent 3-4 fois à la table? C'est pour savoir si tout va bien. Et là, on attend qu'il soit sur le trottoir. Ça a été? Ouais, salut, à demain. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça a été, salut, ciao. Et partant de là, on s'est aperçu d'un truc. Mais ça, je pense qu'il y a des profs qui ont dû vous le dire. J'étais un jour chez un de mes clients, puis j'étais en train de déjeuner en attendant qu'on travaille l'après-midi tous ensemble. Et je regardais surtout toute l'équipe de salle qui était là, et je me suis dit, mais ce que je suis en train de voir là, c'est une pièce de théâtre. Et vous savez quelle est la différence entre une pièce de théâtre et une séquence de cinéma? C'est quand vous tournez un film, et que vous loupez votre séquence. Le metteur en scène, il dit on coupe, on recommence, tu peux me la faire plus machin, etc. Tu la refais, boum, hop, et on recommence 2 fois, 3 fois. Au bout de la 8e fois, je l'ai fait correctement. Mais quand vous êtes au théâtre, vous n'avez qu'une seule prise, hein, je vous signale. Vous êtes en direct live au client. Et bien je suis désolé, une salle de restaurant, vous êtes en direct live. Et je me suis dit, est-ce qu'il faut apprendre des techniques de service? Je ne suis pas sûr. Il faut juste apprendre un savoir-être avec des clients. Mais je me suis dit, au-delà de ça, les clients qu'on a dans une salle ne sont pas tous les mêmes. Donc je me dis, il faut avoir une faculté d'improviser. Et j'ai été chercher une troupe, je ne sais pas si vous les connaissez, ces gens-là. Ça s'appelle la Ligue d'improvisation, je ne sais pas si vous les connaissez.
C'est des jeunes acteurs et comédiens qui ont un don extraordinaire pour improviser. Ils font des shows où vous tirez un petit bout de papier, vous leur donnez un sujet, en 3 minutes, à 5 ou 6, ils vous jouent la scène parce qu'ils improvisent, ok, par rapport à un thème. Et j'ai appelé la ligne d'improvisation, je leur ai dit, voilà, est-ce que vous pouvez venir chez un de mes clients, parce qu'ils ont une équipe de salle, ils sont 22, etc. J'aimerais bien que vous leur appreniez à improviser. Et l'équipe de salle a été ravie. Ils leur ont pas appris comment il faut faire pour accueillir, pour faire le service, ils connaissent que dalle. Ils leur ont appris les techniques d'improvisation. Parce que les clients ne sont pas tous les mêmes. Il y en a un qui est grincheux, l'autre qui est sympa, l'autre il a envie de déconner, l'autre il a envie de rien. Je suis obligé d'improviser, je ne peux pas être pareil avec tous mes clients. Donc l'improvisation devient quelque chose de très important dans une salle de restaurant, parce qu'une salle de restaurant, je le répète, pendant le service, c'est une pièce de théâtre. Le rideau s'ouvre. Et d'ailleurs, aux États-Unis, entre la cuisine et la salle, il y a marqué toujours un truc du côté cuisine. Avant que je rentre en salle, souriez, vous entrez en scène. Bah ouais, c'est vrai, je rentre en scène. Si je fais la tronche, je suis désolé. Et vous savez que les Américains, ils ont une technique. Il y a un briefing le matin, vers 11h, 11h30. Et le manager, quand il voit quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'est pas en forme, qui fait un peu la tronche, qui a eu des soucis, qui a des soucis, enfin bref, etc., il lui dit « T'inquiète, tu seras payé, mais rentre chez toi. » On ne peut pas faire entrer sur une scène quelqu'un qui ne va pas jouer son rôle. Ça, le jour où on fera ça en France. Et je terminerai par 4 règles pour exister demain, mais quelque part on les a déjà presque dit. 1. Un restaurant doit être thématisé. Ça revient un peu à la spécialité dont je vous ai parlé. Alors votre thématisation, elle peut être multiple. Spécialiste de la viande, spécialiste des produits de la mer, spécialiste de l'Italie. Je suis locavore, c'est une spécialité. Je suis spécialiste du poulet, je suis spécialiste de ce que vous voulez. Mais ayez une spécialité, une thématique. 2. Si vous n'arrivez pas à faire vivre une expérience à votre client, vous êtes out. Et une expérience se vit avec le produit, avec des cuisiniers, avec des gens de la salle, mais vivez une expérience. Il faut absolument faire vivre une expérience. 3. La transparence, je ne vais pas revenir dessus. Parler aux consommateurs, être totalement transparent. Et 4. La naturalité et la responsabilité. Alors ça c'est très montant. Les restaurateurs ont beaucoup de mal en France avec ça, mais un restaurateur aujourd'hui doit s'engager. Engagez-vous sur tout ce que vous voulez, mais engagez-vous. Les consommateurs ont besoin de cet engagement de la part du restaurateur. Et demain, si on se projette, il y a 3 grandes tendances qui se dégagent demain. Le premier, c'est que nous allons de plus en plus manger avec du sens. Il faut que ce que l'on mange ait du sens. Parce qu'il faut redonner confiance. Le fait maison a du sens. La transparence a du sens. Et aujourd'hui, on a des grands chefs qui s'engagent dans ce sens, avec le plus grand nombre, qui se lancent dans la restauration rapide. Vous voyez ici Anne-Sophie Pic, Thierry Marx et Guy Martin. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils font là? Ce n'est pas leurs étoiles Michelin qui sont mis en avant. C'est que ces gens-là font de la restauration rapide, font des sandwichs, des quiches, des soupes, des salades, enfin bref, de la restauration quotidienne qu'on mange. Et ils introduisent du sens dans notre restauration quotidienne. 2. Le sens, le goût. On est sur le grand retour du goût. Le grand retour du goût. Je dis bien le grand retour du goût. On parle beaucoup de végétal, mais vous ne ferez pas manger du végétal aux Français en leur faisant des haricots verts cuits à l'eau. C'est dégueu, quoi. Ça n'a pas de goût. Donc le végétal, oui, à condition que ça ait du goût, donc il faut cuisiner le végétal. Et il y a une vague énorme au niveau mondial, c'est ce qu'on appelle le healthy oui, mais le healthy non pas triste, le healthy gourmand. Et le jour où on va passer au healthy gourmand, vous allez voir que le healthy va décoller. Le sens, le goût et le vrai. Et le vrai, c'est le grand retour du service en salle dont je vous parlais, c'est le partage, c'est l'émotion, c'est la convivialité. Ce moment au restaurant doit être un moment de convivialité, de plaisir et de partage. Il y a tellement de restaurants où on va où il ne se passe rien. Et ben, je peux vous assurer que les restaurants où il ne se passe rien sont des restaurants qui ne vont pas durer très très longtemps. Donc aujourd'hui, réintroduisez du sens, réintroduisez du goût et réintroduisez du vrai. Je vous remercie de votre attention.
Facebook, vous allez voir, on rigole beaucoup sur nos pages Facebook. On a 2 pages Facebook, on a une page Facebook Gira Conseil. Vous allez voir, celle-ci, elle est sérieuse, elle est institutionnelle. Et puis on a une autre page Facebook à mon nom, Bernard Boutboul. Alors celle-là est beaucoup plus billets du beurre, tendance, etc. Et on a des suiveurs des 2 côtés. Vous allez voir, c'est 2 lignes éditoriales très très différentes. Voilà. Moi, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que les étoiles Michelin, alors pas tous, attention, ne sont pas en train de déraper vers une offre de restauration qui correspond à une population de plus en plus âgée? Voilà, c'est ma question que je me pose. Les trentenaires et les quadras aujourd'hui, qui ont de l'argent, qui sont des épicuriens, qui aiment manger, ils ne chassent pas le Michelin, ils chassent le fooding. Et là, ils vont chercher de l'adresse, etc. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais maintenant, est-ce que le Michelin disparaîtra demain? La réponse est non. Il y a Bohemio aussi. Non, je plaisante. De choses comme ça en salle, alors que le service en salle, la restauration, c'est fait pour créer du spectacle. Vous dites les cloches et les choses comme ça, les clients ils veulent plus ça. Non. Si, moi c'est ce que j'ai compris ça après, ce que j'ai Non, je suis en train de vous dire qu'il faut qu'on fasse revenir du spectacle en salle, mais pas le spectacle des années 60. Ok, pas de soucis. Voilà, c'est ça que je veux dire. Excusez-moi, posez votre question. Excusez-moi. C'est au cas où pour plus tard, je voudrais montrer mon entreprise. Je voudrais montrer mon entreprise. Et donc en fait, faut vous contacter par téléphone, par contact. C'est rare qu'on me contacte dans les toilettes. Mais oui, votre question c'est comment on vous contacte? Oui, c'est ça. En fait, vous marchez sur toute la France ou uniquement dans la région parisienne Non, partout dans le monde, on travaille avec les Canadiens, les Américains, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Asie, Moyen-Orient, on est partout dans le monde. D'accord, On est partout dans le monde. c'était vraiment pour savoir. Non. D'ailleurs, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, dans Paris, on a très très peu de clients en fait. On travaille beaucoup plus avec le reste de la France que Paris. Pourquoi, j'en sais rien. Et dans le monde, on travaille très peu sur l'Europe, beaucoup à l'extérieur de l'Europe. Mais je ne sais pas pourquoi ça. Et on accompagne des acteurs pour se développer, pour créer. Il y a des créateurs d'entreprises qui viennent nous voir en disant voilà, j'ai une idée, vous en pensez quoi? Ou j'ai de l'argent, j'ai pas d'idée, est-ce que vous auriez une idée pour monter un truc? Voilà, on les accompagne sur tout le mix marketing du concept jusqu'à l'ouverture, etc. Vous êtes des coachs de vie. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors bonjour, moi je vais vous demander c'est quoi votre parcours professionnel? Ah bah ça va être vite fait là, vous allez voir. J'ai eu avec mention bien un bac C. Bac C c'est l'équivalent du S, pardon. Ok. Mention bien. Ça va être ça. Moi je suis content de le dire quand même. Et au grand désespoir de mes parents à l'époque, j'ai été bosser directement, j'ai été livreur chez Nicolas, donc vous voyez. Et en fait, j'ai fait plein de petits boulots comme ça, et puis à un moment, vous savez, dans la vie, on rencontre souvent ce qu'on appelle peut-être des mentors, des gens qui vous réorientent. On m'a dit, ça serait bien que tu ailles dans la restauration. Je suis bon, pourquoi faire? Bref, j'ai passé 14 ans sur le terrain en restauration, de McDo jusqu'à des 3 étoiles Guide Michelin, en salle et en cuisine. Et en cuisine, on m'a vite dit, tu ferais mieux d'aller en salle, laisse tomber la cuisine. Et c'était un excellent conseil à l'époque, et j'ai passé 14 ans en salle. Plonge, des rangs, des maîtres d'hôtel, pour des franchiseurs, pour des franchisés, pour des indépendants, pour des petits, pour des très grands. J'ai passé 14 ans, je n'avais pas un CV, c'était un bottin. Donc voilà, pour répondre à votre question encore plus simplement, je suis un autodidacte. Et au Gira, nous sommes 9. Il y a 8 bac plus 5, et un autodidacte, c'est moi. Et vous avez quel poste? Comment? Quel poste? Moi je suis quel poste? Je suis le président de Gira. Ouais. Et j'ai trouvé mes fiches de paye d'IPO. Et là j'espère que vous êtes bien assis, un leader maître d'hôtel, je touchais 25 000 francs net. C'est quoi combien? Ça fait 4 000 et quelques euros, c'est ça? Par mois? Par mois, oui, bien sûr. On travaillait
On travaillait 6 jours sur 7, 15 heures par jour. Et croyez-moi que notre poste, on le gardait parce qu'il y en avait 10 qui attendaient notre place. Okay. Deuxième chose, je me rappelle à l'époque, et j'en discutais avec Hippo pas plus tard que le mois dernier, ils me disent ah bon, tu gagnais ça chez nous? Ouais, d'accord. Évidemment, c'est plus les mêmes aujourd'hui, c'est pas grave. Il me pose une autre question, il me dit mais au fait, à l'époque, tu avais des rangs de combien? Enfin, des filles que tu coachais, parce que j'avais 8 filles en tant que maître d'hôtel qui avaient des rangs de 30. Des rangs de 30. Et eux me disent aujourd'hui en 2020, mais attends, aujourd'hui, quand on a des rangs de 15, c'est le bout du monde, on ne peut pas faire plus. Ils ne savent pas au-dessus. Des rangs de 30, des rangs de 15. 25 000 francs, 4 000 euros, aujourd'hui, un maître d'hôtel chez Hippo, il est payé au SMIC. Ma question, elle est simple, et je l'ai posée au syndicat, je l'ai posée à tout le monde. Que s'est-il passé en 30 ans dans la restauration pour qu'on ne paye plus les gens en salle? J'ai pas la réponse. Mais c'est ça qui a dégradé la qualité de service. Donc c'est pas normal. C'est ça qui entraîne aussi la pénurie de personnel, Ah oui. la paye et... Ça fait rêver qui dans la restauration? Il y a l'UFC Que Choisir, vous connaissez l'UFC Que Choisir, qui a sorti un sondage l'année dernière qui est fantastique. Enfin, ça dépend comment on le prend. Ils ont interrogé des 15-20 ans et ils leur ont dit qu'est-ce qui vous fait rêver comme métier demain? Alors tout en haut là-haut, il y a pilote, chirurgien, avocat, machin, etc. Et tout en bas, dernier et avant-dernier, restaurant, bâtiment, bâtiment, restaurant. Vous voyez? Dernier avant-dernier. Et ils ont posé la même question à leurs parents. Intéressant. Les parents, même classement que les enfants. Restaurant, bâtiment, restaurant, bâtiment. C'est vraiment un métier. On se demande pourquoi on a une pénurie de perso. Déjà parce qu'on n'a jamais valorisé ce métier. Et c'est pour ça que je dis, revalorisons le métier de salle en réintroduisant le service. J'harcèle M6 depuis 3 ans. Ils vont finir par me haïr. Je leur ai dit, après Top Chef, ça serait bien qu'on monte à Top Salle. Voilà. Top Salle, c'est un nom de code, parce qu'il ne faut pas l'appeler comme ça. Et ils m'ont dit oui, à une seule condition, c'est que tu nous trouves l'angle grand public. Ils disent on ne peut pas monter au prime time des techniques de service qui vont ennuyer tout le monde. Donc il faut vulgariser, scénariser le service. Et on bosse avec eux et ils sont sur le point de dire oui. Le jour où il va y avoir un Top Salle, qui est encore une fois un nom de code, là vous allez voir, on va revaloriser enfin le métier de salle. Avec le retour du service, tout le contraire de ce que j'ai dit, ça a été... D'autres questions? Et vous pensez quoi de tous ces concepts de type Mama Shelter, Mama, au niveau de ce que ce soit service ou cuisine? Bah, là, on me pose la question, qu'est-ce que vous pensez de Mama Shelter, Big Mama et tout ça? Tout ça, c'est la même génération de gens qui font de la restauration et de l'hôtellerie autrement. Et aujourd'hui, il faut faire de la restauration et de l'hôtellerie autrement. Sinon, vous êtes à la bourre. Vous n'êtes pas dans le coup, sérieux, hein, vous n'êtes pas dans le coup. Mama Shelter, Hoxton, je ne sais pas si vous connaissez, Hôtel des Grands Boulevards, Hôtel des Arts et Métiers. Notez ces 4 hôtels ont une particularité, c'est qu'ils font d'abord de la restauration et là-haut ils font de l'hébergement. Ils ont inversé l'approche hôtellerie-restauration. Les Big Mama, les Paris-New York, les HEC, etc., ils arrivent en modifiant le modèle économique du restaurant. Donc aujourd'hui, si vous vous lancez demain dans la restauration, ne faites pas ce que machin a fait et qui a fait son succès, inventez, osez, innover, et là vous allez aller. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on peut oser des trucs complètement dingues. Regardez les mecs du Big Mama qui, il y a 7 ans, me disent on va faire ça, on va faire ça. Bref, moi à l'époque, je les ai pris pour des dingues. Hein. Et j'ai eu tort parce qu'ils sont pas dingues. Ils avaient vu le truc, ce sont des bons analystes, ils se sont dit on va prendre le contre-pied, on va faire les choses autrement. Ils l'ont fait et ça marche. Ils ont aujourd'hui 11 restaurants qui fait 4 millions de moyenne par resto. 4 millions à vendre des pizzas et des pâtes. Donc vous imaginez la rentabilité, c'est affolant. Et avec des clients qui font la queue 1h30 pour bouffer une pizza. Ils sont très critiqués par les restaurateurs qui ont 20-30 ans en disant ça fait 8 ans qu'ils me disent toujours la même chose, t'inquiète, ça va pas durer, t'inquiète, ça marchera pas. Ouais, ça fait 8 ans. Et là où ils sont balèzes, les mecs, c'est qu'ils vont pas tarder à vendre. Là, ils sont plus que balèzes. Vous savez, le jour où vous vendrez, ne vendez pas quand vous êtes en maturité ou en déclin, vous vendez quand vous êtes en pleine ascension. Et là, ils sont en pleine ascension, ils vont pas tarder à dire allez, qui est-ce qui en veut? Là, vous allez voir tous
les financiers de la planète qui vont débarquer en disant je prends. Hein? Sur des millions. Vous savez, un restaurant aujourd'hui, ça se vend, hier, ça se vendait à 100% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, quand vous le vendez à 70-75% du chiffre d'affaires, c'est que vous faites une très bonne affaire. Donc il y a une dégradation de la valeur des fonds de commerce restaurants. Eux, ils vont le mettre en vente à 4 fois le chiffre d'affaires. Ils disent on n'est pas pressé, il y a bien un pigeon qui va passer par là, et vous allez voir que le pigeon il va passer, vous allez voir. C'est des mecs qui sont partis de rien, ils n'avaient pas 10 balles dans leur poche, hein, aussi, hein. Rien. Et oui, ça fait rêver, ça fait rêver, je trouve. Ça donne envie. Prenez le micro parce que sinon ils ne vont pas vous entendre. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de la cuisine moléculaire? C'est comme le Michelin, c'est quoi ça? Qui en fait? Qui en fait? Ouais. Non, franchement, c'est de la recherche, voilà, c'est de la recherche. Mais monter un restaurant de cuisine moléculaire, c'est de la recherche. Oui, il y a une question derrière. Est-ce que vous pensez que les brasseries traditionnelles, les semi-gastro, les brasseries classiques, ça va rester au fil du temps, mais ça va tenir dans la restauration? Ou ça pourra disparaître? À condition qu'ils choisissent entre être le moins cher ou être le meilleur. Ouais. Donc il faut qu'ils montent en gamme. Il faut qu'ils montent en gamme. Tous ceux qui ne montent pas en gamme aujourd'hui, mais quels qu'ils soient, ils sont out. Je vous assure, out. Tous ceux qui cassent les prix pour faire plus de volume sont dans le trou. Je vais vous raconter une petite histoire, vous allez voir comme quoi que les choses sont étonnantes. En 2003-2004, McDo Europe me demande de passer une journée avec eux au vert pour réfléchir sur leur avenir stratégique en Europe, particulièrement en France, qui est un pays porteur. Et on se met au vert avec eux, et tout au début de la matinée, on est en 2003-4. Hein. 2003-4, c'est l'époque où José Bové il pète Millau, c'est l'époque où on commence à parler d'obésité, c'est l'époque où on pue le graillon chez McDo, c'est l'époque où on commence à parler de mouvement social dans les fast-foods, etc. Bref, c'est la très mauvaise époque. Et en tout début de matinée, je leur dis un truc, je leur dis, je suis désolé, vous m'avez fait venir passer une journée avec eux, avec vous nous payez très cher, mais je vais vous dire un truc qui ne va pas vous faire plaisir, c'est que je sens que vous allez dans le mur, mais grave, quoi. Et ils me regardent, ils me disent, oui, à ce point-là? Je dis, ouais, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il va se passer en France un retournement de tendance. On est en 2003, je ne savais pas en 2003, ce que je sais aujourd'hui. Je sens qu'il va se passer un retour de tendance, un retour aux valeurs, retour aux traditions que vous allez vous prendre en pleine tronche. Et vous êtes du fast-food malbouffe, ça ne se fait pas. Je vous dis, vous êtes dans le mur. Vous imaginez, il est 9h30, ils me payent pour toute la journée, à 9h30, je leur balance ça dans la tronche. Et il y a le patron McDo France qui me dit, franchement, on n'a aucune chance de s'en sortir. Je lui dis, si, mais j'ose pas te la dire. Il me regarde tous, il me dit, c'est quoi? Je dis, vous appelez les États-Unis et vous demandez votre indépendance totale. Et là, il a arrêté général en disant, t'es malade ou quoi? Il y a 33 000 restaurants dans le monde, tu voudrais que les Américains, comme ça, nous on est petits Français, ils acceptent que... Je sais pas, tu me demandes, je te réponds. Et il y a la directrice marketing Europe qui dit, bon, c'est de la science-fiction, mais imaginons que les Américains acceptent. Imaginons, mais ils n'accepteront jamais, c'était pour faire quoi? Je dis, ça c'est une excellente question. Et ben, je vais te dire ce qu'on va faire. On va se désaméricaniser à mort. On va arrêter de puer le graillon quand on sort de chez vous. On va franciser la gamme à mort. Et je me demande même si on ne va pas aller exploser au centre de l'agriculture. Ils me regardent tous, ils me disent, c'est sérieux? Je dis, ouais. Et on va même acheter de la viande racée, tracée, etc. Et il faudra qu'un jour on travaille avec des mofs et tout ça. Et là, ils me prennent pour un siphonné. Bref, on passe toute la journée ensemble. 2 semaines plus tard, il y a le patron McDo France qui m'appelle, il me dit, on a bien réfléchi à ce que tu nous as dit, on va faire notre demande aux États-Unis. Je dis, waouh, est-ce que tu peux nous aider à monter le dossier comme quoi qu'il faudrait qu'on s'isole des États-Unis? Je dis, ouais, si tu veux. Donc je les aide à monter le dossier part aux États-Unis. 1 semaine plus tard, j'ai gardé le mail collector, parce que je pense qu'un jour je le montrerai ce mail.
Les Américains répondent, démerdez-vous avec un peuple aussi compliqué au niveau de la bouffe. Dégagez. Et là, le patron McDo France m'appelle et me dit, on a le feu vert. Et je vous signale que McDo France a été le premier pays au monde à virer son M jaune sur fond rouge en M jaune sur fond vert, en 2005. Il y a un prof d'Harvard aux États-Unis qui a écrit un papier extraordinaire que je vous conseille d'aller voir sur Internet, qui a dit qui a démontré que c'était une erreur stratégique fondamentale qu'un tout petit pays comme la France, dans une multinationale, change le logo. Je ne sais pas si vous voyez, on change le logo. Et depuis, regardez ce qui s'est passé, McDo fait des croissants, des petits pots au chocolat, des macarons. Ils utilisent de la baguette, ils exposent au centre de l'agriculture depuis 11 ans. Des tartes au citron, des gâteaux, des salades bar sur mesure personnalisables. Dans les nouvelles générations de McDo, vous avez vu ça, les nouvelles générations de McDo? Voilà, tout ça pour dire que j'ai essayé d'illustrer votre question qui était la montée en gamme obligatoire. Même McDo France est en montée en gamme obligatoire. Et ceux qui connaissent bien McDo, vous avez remarqué la gamme signature à 13 ou 14 balles. Autre question, montée en gamme obligatoire. Je vous assure, j'ai vu des kebabs qui montent en gamme. Vous connaissez Hugo Desnoyers, ça vous dit quelque chose? C'est le boucher star. Dès qu'on parle de viande, on voit la télé. Il a des boucheries dans le 16e, etc. Vous payez la viande chez lui 3 ou 4 fois le prix de la boucherie d'à côté. Il y a la queue. Et un jour, il est venu me voir, il y a 5-6 ans. Il me dit, c'est quoi cette histoire de kebab? Ben, kebab, c'est les sandwichs, la viande, là, les frites, machin. Et il me dit, moi j'ai envie de monter un kebab de luxe. Je dis, c'est quoi un kebab de luxe? Il me dit, ma viande, top, un pain, mauve, etc., les frites, pommes de terre qui viennent du Nord-Pas-de-Calais, machin, etc. Et il a monté grillé, G-R-I-E accent aigu. Il a 2 unités dans Paris, il va pas tarder à se développer. Un kebab, ça vaut quoi? 5 €? 5, 6? Hein? Non. Plus? Non, pardon, pas le... Mais... Non, je parle du kebab du coin, là. Le tout pourri. 5. Le menu. 5,50. Chez lui, il faudra 18. Mais je vous conseille un jour d'aller manger un kebab chez lui, jamais plus de votre vie, vous mangez un kebab ailleurs. Et il y en a un autre qui vient me voir, vous connaissez très certainement, qui s'appelle Éric Fréchon, vous connaissez? C'est le chef 3 étoiles de l'hôtel Bristol à Paris. Et je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, on sort régulièrement un indice jambon beurre. Voilà. Et un jour il vient me voir, il me dit j'ai une idée, j'ai envie de sublimer le jambon beurre. Les mecs, c'est des artistes, ils prennent à 15 000. Mais sublimer le jambon beurre, je lui dis concrètement, tu peux me parler en français? Il me dit voilà, jambon beurre, c'est du pain, du jambon et du beurre. Jusque-là, je te suis. Il me dit mais si on prend le meilleur pain du monde, le meilleur beurre du monde et le meilleur jambon du beurre, le meilleur jambon du monde, je vais sublimer le jambon beurre. Je dis ouais, tu vas vendre ça à quel prix? 8,50. Il l'a fait, j'étais un peu escroqué, à la gare Saint-Lazare. Si un jour vous passez à Paris, la gare Saint-Lazare, allez voir Lazare, c'est un concept qu'il a monté. C'est un café, brasserie, machin, boulangerie. Et il a un jambon beurre, il a un seul sandwich, un jambon beurre, 8,50. Il en vend 600 par jour. 600 à 8,50. Moi je vais me lancer dans le jambon beurre, hein. Sérieux. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, tous les produits de masse sont en train de monter en gamme. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et plus vous montez en gamme et plus vous osez, plus ça passe. Les gens ils traversent Paris pour bouffer un jambon beurre chez Fréchon. C'est de la folie pure. Un ticket moyen d'une pizzeria en France, c'est 16 €, 17 €, 18 €. La pizza où on va régulièrement. Il y a des pizzas à Paris, à Lille, à Bordeaux, à Toulouse, je ne sais pas si vous en avez à Lyon, qui sont à 25, 30 € de ticket moyen. Où tout est frais, champignons frais, on les coupe tous les matins et tout ça. C'est des pizzas tombées par terre. Tous les produits de masse, vous pouvez les monter en gamme. No problème. Et vous savez, un jour Alain Ducasse me dit, un jour, il y a 20 ans qu'il m'a dit ça, j'avais rien compris il y a 20 ans, mais aujourd'hui je comprends ce qu'il a voulu dire. C'est un mec visionnaire ce gars-là. Il m'avait dit ouais, j'écoute tout ce que tu racontes, tout ça, et il me dit tu verras qu'un jour la gastronomie sera partout. J'ai dit ok, salut.
Et franchement, j'ai pas compris cette phrase-là. Mais quand je le revois aujourd'hui, il me dit, je sais que tu n'as pas compris ce que j'avais dit, mais quand tu dis que tout monte en gamme, la gastronomie est en train d'être partout. Parce que la gastronomie, c'est quoi? C'est la haute qualité du produit. Et un sandwich peut être de très haute qualité. Une pâte carbonara peut être des trucs. C'est bon. J'avais la question, c'était donc sur tout ce qui était label, etc. Donc le client qui est donc paumé sur ce qu'il consomme, mais tout ça c'est, enfin, normalement c'est le job de l'État de l'informer. Donc est-ce qu'il y a des trucs qui se font ou Non. Non. Et dans les labels que vous avez vus là, il y en a certains qui sont d'État. Oui. Maître restaurateur, c'est l'État. Bah, c'est comme tout ce qui est pour le vin, etc. Tout ce qui est au niveau européen, mais il y a rien qui se fait. Non, c'est vrai qu'on parle beaucoup, mais il y a des trucs qui ont été faits quand même. Mais moi, ce que je reproche, c'est pas qu'on ait fait, c'est qu'on ait fait et qu'on ne communique pas. Oui, il y a le manque d'information. Mon consommateur est un peu paumé. Bonjour monsieur, je voulais savoir si dans votre entreprise vous recrutiez des conseillers. C'est un entretien d'embauche en fait. Il est fort, lui. Il vient pas d'HEC, Alors la réponse est oui. Déjà, on prend des stagiaires, et quand on prend un stagiaire, c'est minimum 6 mois, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt des stagiaires d'1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'on n'a pas le temps de faire le tour, et on aime bien que la personne fasse le tour. Et généralement, quand on prend des stagiaires, c'est un pré-emploi chez nous. On le garde. Enfin, on le garde si tout va bien, mais l'objectif pour nous, quand on prend un stagiaire, c'est de le garder. Voilà. Donc oui, on recrute. Alors c'est vachement rare qu'on recrute, parce qu'on est une toute petite boîte, on est 9. Donc quand on recrute, c'est un événement. Voilà. Mais oui. Mais c'est souvent par la case stage qu'on recrute. Parce qu'on passe 6 mois ensemble, on a le temps de se connaître, on a le temps, hein, et à la fin on dit, est-ce que tu as envie de rester avec nous? Oui, non. Bonjour. Vous parlez souvent du modèle américain. Est-ce que vous considérez que le système de rémunération américaine avec les tips, il est plus efficace que le modèle français? Alors je ne sais pas si c'est le tips qui est le plus efficace, mais il y a un truc que je regrette, c'est qu'avant, vous n'avez peut-être pas connu cette période-là, mais dans la restauration, on était payé au service. Aujourd'hui, quoi que je fasse la tronche, que je sache porter des assiettes, que je passe bien ou pas bien mes commandes, j'ai le même salaire à la fin du mois. Donc déjà, ça c'est un élément qu'il faudrait résoudre. Les Américains ont le tips. En Espagne, au Portugal et en Grèce, quand ils vous amènent le TPE, il y a marqué 10, 15 ou 25% que je rajoute, sachant que le 10 est obligatoire, c'est le minimum. Eh bien, je peux vous assurer que les filles et les mecs en Espagne, en Italie et en Grèce savent ce qu'il faut faire pour tenter le 25. Ils vous chouchoutent, ils vous accueillent, bref, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors qu'en France, franchement, quel intérêt ai-je à bien faire mon travail? Je suis payé le même prix à la fin du mois. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, si. Ah, si. Il a attendu le dernier moment pour poser sa question. Anecdote d'abord. Je repas du café gourmand, mais interrompez-moi si vous trouvez, c'est pas vous qui en êtes à l'origine? Si. Merci.
excellente question. Oui, ça a été inventé en 95 sur le bord d'une table avec un restaurateur. Parce qu'il m'avait posé la question, il m'avait dit je comprends pas parce que je vends de moins en moins de desserts. Je dis déjà tes desserts, ce serait mieux qu'ils soient meilleurs, bref. Et on a regardé du côté de la gastronomie, on s'est aperçu qu'ils vous mettaient des milliardises au milieu. Bon, on a dit ouais, mais nous on va faire comment? Je leur ai dit on va faire des milliardises, sauf que c'est ces milliardises et non pas les milliardises pour tout le monde. Et le café gourmand il est comme ça, avec 3 mini machins, avec votre boisson chaude. Et en 95 ça a monté. Et c'est marrant parce que le café gourmand il a mis facilement 10 ans à 15 ans à décoller. Il décolle que depuis peu. Hein. Je comprends pas pourquoi. Mais les gens ils adorent ça. L'impression. Oui, non, l'impression. Parce qu'en fin de compte, il y a eu des analyses qui ont été faites sur les cafés gourmands, et c'est vachement plus calorique que le dessert. Puis maintenant, il y en a qui s'éclatent dans les cafés gourmands. Il y a des cafés gourmands italiens, cafés gourmands américains, cafés gourmands asiatiques. On a vu un café gourmand à Nantes. Vous savez, le café gourmand, c'est 3 items, 4 items. Il y a à Nantes, il y a un café gourmand, 14 items. Et il a tort et il a raison. Là où je lui donne raison, c'est qu'en fin de compte, ce café gourmand 14 items, il est devenu institutionnel et les gens y vont pour ça. 2, évidemment qu'on se le partage. On va pas s'envoyer ça tout seul. Enfin bref, ça résout plein de choses. Alors il y a une question au fond. Oui, alors je voulais savoir le meilleur restaurant dans lequel vous avez été mangé et si vous avez un nouveau concept qui soit pas connaître, que vous pouvez nous conseiller. Non, c'est difficile parce que moi j'ai ma liste perso, dans ma liste il y en a au moins 27 ou 30. Donc j'ai pas de resto préféré, non. Par contre j'ai des restos préférés dans le monde, des trucs qui vont scotcher, et je reste toujours scotché devant eux parce qu'ils font un boulot remarquable, mais sur tous les éléments qu'on a vus là, quoi. Ils vont même plus loin et c'est complètement dingue. Mais si vous voulez, je pourrais transmettre la liste à votre prof, il vous la diffusera. Il y a des établissements en Europe, aux États-Unis, en Asie, en France. Il y a des gens dans la France profonde qui font des trucs magnifiques, dont on ne parle jamais dans la presse, c'est dommage. Mais c'est pas toujours les étoilés et les gastros qui font partie des meilleurs. Hein. Surtout quand on s'ennuie de façon remarquable dans notre 3 étoiles. Mais dans la catégorie 3 étoiles, je dois quand même avouer qu'il y a un qui m'a scotché, et c'est un souvenir mémorable, je me souviendrai jusqu'à la fin de ma vie, c'est Anne-Sophie Pic. Là, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai mis au moins 2-3 jours à m'en remettre, sérieux. C'est pas parce qu'on travaille pour elle, on travaille pour elle depuis quelques années, mais franchement, j'ai pas compris ce qui nous arrivait, et je crois que je suis pas le seul, parce que tous les gens qui passent chez elle sont marqués à vie. Elle est très spéciale, cette fille. Très très spéciale. Elle a une conception de la restauration qui est très 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 particulière, mais comme par hasard, c'est la seule 3 étoiles qui ne vient pas du sérail. Elle n'a pas été formée, elle n'a pas de CAP, elle n'a rien, quoi. Elle a été éduquée et orientée par son père et son grand-père. Donc elle a tout appris sur le terrain, c'est une autodidacte de la cuisine. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est un peu isolée en tant que 3 étoiles d'ailleurs. Je ne parle pas du fait que c'est une femme, le fait qu'elle ne vienne pas de la famille, quoi. Mais je vous souhaite un jour d'avoir l'occasion de manger chez elle. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Je bossais avec elle et puis elle m'a dit « Tu veux pas manger en bas au resto ?» Je dis oui. Au lieu de faire un œuf sur le plat, on va rester bouffé en bas. Et là, ouais, c'est du grand spectacle. Avec un grand S, franchement. Du grand spectacle. Dans l'assiette, dans la salle et au niveau de l'équipe du personnel. Très très haut niveau. Il y avait une autre question derrière, je crois, une dernière. Encore une question ou pas? Deux fois en première. Je voulais savoir d'où venait l'idée du Jira ainsi que la charte graphique au passage. Alors en plus la charte graphique est extrêmement nouvelle, on a changé notre logo l'année dernière, c'est extrêmement récent, avant on n'était pas comme ça. Et qu'est-ce que veut dire Jira?
Rien. Voilà. Non, en fait, je vais vous dire, le Jira, c'est pas moi qui l'ai créé. Il y a des gens qui l'ont créé avant et moi je l'ai repris. Et les gens qui ont créé ça, c'est un mec qui s'appelait Jacques Belay et Yann Gordon. Et quand ils ont monté leur boîte, ils ont pris le nom d'un des deux mecs, Gordon Institute Research Associated. Ce qui aujourd'hui n'a plus de sens parce que Gordon il est plus là. Aujourd'hui, on a une notoriété sur la marque Jira. Je crois que personne nous demande ce que ça veut dire. Et ça veut rien dire. Pour répondre à votre question, ça veut rien dire. Posez vite votre question parce qu'ils ont envie de partir, je crois. Non, pas du tout. Non? Bon, c'est sympa, bien. On donne un rendez-vous plus tard. Non, je plaisante. Non, mais posez-la votre question. Quel est votre avis sur le choix en cuisine? Comment? 25%. Votre avis sur que je pars en cuisine? Oui, la version Gordon Ramsay et celle française aussi. Les deux versions. Ah, la version de Gordon Ramsay et de... Alors, Gordon Ramsay, c'est le premier qui a commencé. Il est encore plus grossier qu'Etchebest. Parce que lui, il frappe fort, etc. C'est ce qui a fait le succès d'ailleurs. Et Etchebest, M6, lui demande aussi de frapper, mais plus... Alors que Philippe Etchebest n'est pas comme ça. Je le connais, il n'est pas du tout comme ça. On lui demande de jouer un rôle. Et maintenant, vous me demandez ce que je pense de cette émission-là. C'est une émission... Voilà. C'est ça qui fait de l'audience. Mais la vraie vie, c'est pas ça, vous voyez ce que je veux dire? Oui. La vraie vie, c'est pas ça. Et Philippe le sait, M6 le sait, etc. Mais ça fait de l'audience parce que la fille, elle pleure, et l'autre, il s'énerve, et l'autre, il n'en peut plus, etc. Donc, on scénarise la vie d'un restaurant. Et c'est ça qui plaît au prime time. Et c'est dans cet esprit-là qu'M6 m'a dit, si tu arrives à nous pondre un truc, top sale, entre guillemets, qui est aussi émotionnel, l'autre, il pleure, l'autre, machin, il dit, ouais, ah ouais. Parce que pour que ces émissions marchent, il faut que ça gueule et que ça pleure. Voilà. Et qu'on dise à quelqu'un, mais t'es nul. T'es nul. Vous expliquer comment il faut faire. Merci beaucoup. Parce qu'il y va fort, Etchebest, quand même. Oui, d'accord. Mais on lui demande d'y aller fort. Très bien. C'était la dernière question, je pense. Oui. On va simplement